Donc, écoutez, ravi en tout cas de vous voir pour ceux qui sont devant moi. Euh, Merci aussi, là il y a 62 personnes qui sont connectées à distance, donc merci à tout le monde. On voit que le sujet interpelle, intéresse, etc. Donc pour les gens qui sont en distanciel, je le rappelle parce qu'il y a toujours malheureusement quelques oublis, vous soyez rigoureux sur vos micros, c'est-à-dire que vraiment éteignez-les, laissez-les éteints, parce que je ne vais pas pouvoir gérer la fermeture des micros si jamais vous ne le respectez pas, ce sera trop compliqué. Et en ce qui concerne les questions, donc on va essayer, c'est pour ça qu'il faut qu'on commence maintenant, de se réserver un moment d'échange et de questions tout à la fin, après nos intervenants. Vous pouvez poser vos questions sur le chat en ce qui concerne les personnes en distanciel tout au long de la présentation. On verra, enfin, je jugerai, donc un peu autoritaire, mais je jugerai si une ou deux questions, on va dire de précision, méritent d'être posées au moment des interventions. On va plutôt essayer de laisser les intervenants défiler jusqu'au bout leur contenu. Euh, donc merci à nouveau. Merci également, et j'aurai l'occasion de le refaire tout à l'heure, évidemment aux intervenants. Donc, en fait, on a constitué il y a quelques mois une commission RSE qui est constituée de Sandrine Mignot, qui est la directrice générale de Rituals et qui sera à côté de moi tout à l'heure, donc, parce elle est présente. De Sébastien Ours, le président du directoire du groupe Keria, Keria Luminaire, qui est lui en distanciel, et de Mathieu Duquesnoy, qui est le directeur immobilier travaux de Micromania, qui est présent avec nous également. Merci évidemment à tous les trois. Merci à tous les adhérents, si j'oublie de le faire à la fin, je le fais tout de suite, qui ont contribué à ce livre blanc. Donc on verra des sujets de questionnaires, des sujets de témoignages, etc. Et puis évidemment, merci à nos intervenants du jour, donc Catherine Serre de Deloitte, Géraldine Olivier pour le groupe Fnac Darty Nature et Découverte, Caroline Bottin qui est à distance, donc bonjour Caroline et merci, j'espère que vous m'entendez, d'ailleurs ça va être un bon test. Est-ce que vous m'entendez Caroline? Par contre il faut ouvrir le micro. Juste là. Oui, je vous entends. Ok, super, merci beaucoup. Et puis Geoffroy Libaudière d'Airram, donc qui est également avec nous. Donc merci à tout le monde, merci à nos partenaires, Deloitte, on en reparlera tout à l'heure, et puis le club Génération Responsable. Alors je sais pas si, je crois que Séverine, Jocelyne ne pouvait pas être là, Séverine devait arriver un peu en retard, on la verra peut-être tout à l'heure. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Génération Responsable sur ces sujets pour sensibiliser, mobiliser, inscrire des démarches actives sur ce sujet. Et pour finir, mais ce n'est pas le moins important, merci beaucoup à Sophie Madinier, qui est en régie, que vous ne verrez pas en tout cas tout à l'heure, qui est vraiment la cheville ouvrière dans l'équipe Procos de l'ensemble de ce livre blanc. Donc on y va. Sandrine, si tu veux bien me rejoindre, on va s'asseoir là. Alors j'espère juste que la combinaison des deux micros va pas créer de l'arsène. Donc, en tout cas, on va croiser les doigts. Donc, c'est moi qui passerai les slides du coup. Hein. Donc, comme on n'avait pas le retour, c'était un peu compliqué, donc on s'est permis d'avoir des écrits. Donc, pardonnez-nous si on fait référence de temps en temps à ces écrits pour cette intervention. Donc, sur le sujet du livre blanc, c'est toi qui dois me poser une question. C'est du live. Donc en fait, pourquoi on a fait ce livre blanc? En fait, on l'a fait avant tout, bien évidemment parce que on va dire c'est la mode, ça c'est le côté plus que négatif, donc on va pas dire ça. Parce que le commerce, comme vous le savez,
est un acteur, alors on a parfois du mal à le faire reconnaître, hein, y compris dans d'autres instances dans le cadre de la présidentielle, mais est un acteur vraiment majeur à la fois de l'activité territoriale, de la relation au consommateur, etc. Le commerce, c'est... alors quand on compte le commerce de gros, c'est 3 millions 100, on va dire, salariés. Quand on est sur le commerce de détail, on est entre 1,7 million et 1,8 million. Pour info, Procos, c'est 800 000 salariés, en fait. Hein, c'est 310 enseignes et c'est 60 000 magasins. Donc, de ce point de vue-là, alors en plus, on sait que, vous savez, pour beaucoup d'entre vous que j'ai été longtemps chez Darty, des sujets de RSE, on en fait depuis longtemps, notamment de consommation d'énergie et d'autres choses, y compris pour des raisons d'économie. Donc, ce n'est pas du tout le début de la démarche, mais malgré tout, pour beaucoup d'acteurs, c'est un peu le début de l'officialisation, de la fierté de le faire, de la communication. Et donc, de ce point de vue-là, on considère que le commerce est un merveilleux diffuseur, en fait, de la démarche, de la transformation sociétale, dans la mesure où c'est l'intermédiaire très clair, ou le contact très clair avec le citoyen consommateur et avec une présence territoriale très forte. Et comme je sais que Sandrine y est très attachée, on n'est pas un secteur parisien, on n'est pas un secteur métropolitain, on est un secteur qui se diffuse dans tous les types de territoires, ce qui du coup nous donne une responsabilité, des moyens, mais une responsabilité également. Donc, Sandrine, la genèse du livre blanc, du coup la genèse elle-même, pas pourquoi on l'a fait, mais du coup, comment toi tu as vécu en tant que membre de cette commission, la genèse du sujet? Alors, depuis 2018, quand on se réunissait, on évoquait plutôt des sujets difficiles, où on se serrait les coudes. On a quand même vécu 3 crises importantes, hein, les gilets jaunes fin 2018, ensuite les grosses grèves de 2019, hein, qui nous semblent loin, et au moment où on pensait sortir de la tête de l'eau, la crise sanitaire, le Covid et les confinements successifs. Comme tu le disais, ça fait longtemps que des enseignes se sont engagées sur les sujets de RSE. Pour autant, on a vu une accélération des préoccupations sociales et écologiques de nos clients, de nos collaborateurs. Pour attirer des jeunes talents, on se rend compte qu'on entretient, ils sont extrêmement sensibles aussi, et de nos fournisseurs. Donc on s'est dit qu'effectivement, et en parallèle, un environnement réglementaire et législatif qui se durcissait, qui répond en fait à ces préoccupations sociales et environnementales. Et malgré les crises et les confinements, on s'est rendu compte que les enseignes ont accéléré sur ces sujets, même si ce sont des sujets qui peuvent être capitalistiques et chronophages. Et on voulait, les mettre à l'honneur, savoir ce qui se faisait, partager et puis sensibiliser les pouvoirs publics. Du coup, quelle méthodologie et quel objet? Ah, alors, voilà, c'est le plaisir de... Ah, à moins que ça... Non. Bah, je peux parler de la méthodologie si tu le souhaites. Vas-y, je te laisse. Donc, quelle méthodologie? Alors, on a décidé de faire un sondage à nos adhérents. 51 enseignes ont répondu, et d'ailleurs, nous vous remercions. 51 enseignes, c'est un échantillon qui reste assez intéressant, puisque cela représente 17 000 points de vente et un chiffre d'affaires cumulé de 42 milliards. Ça nous a permis effectivement d'avoir une vision quantitative de ce qui était fait, mais aussi qualitative, puisque derrière ce sondage, en fait, nous avons recueilli des propositions que les enseignes voulaient faire pour pouvoir accélérer sur ces sujets, donc propositions au pouvoir public ou à des parties prenantes, comme les bailleurs dans les centres commerciaux. Et nous avons eu les grands témoignages de 13 fondateurs, présidents, directeurs généraux ou directeurs de la RSE. Allez, je vais essayer de me reconcentrer parce qu'en fait, ça ne marche pas. Donc, alors, on a 3 piliers. Quels sont les sujets Alors, juste avant, parce que je pense que c'est important, sur les objectifs du livre blanc, il y en a 3 principaux. Un, je le mentionnais, c'était faire connaître les actions qui sont menées, sensibiliser notre environnement, notre écosystème aux enjeux financiers pour les entreprises et organisationnels.
Ensuite, partager les best practices entre nous. De nombreuses actions peuvent être dupliquées et nous permettre d'accélérer de façon vertueuse sur ces sujets, mais aussi demander donc du soutien, que ce soit financier ou différents travaux sur les acteurs et les parties prenantes qui vont accompagner cette mutation. Ok. Écoute, merci à toi. Tu me sens un peu déstabilisé, donc je suis désolé pour notre échange. Vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc on va faire comme ça. Du coup, voilà, j'y suis à ma question des piliers. Est-ce qu'ils sont abordés de la même manière, aussi avancés, ou est-ce qu'il y a un peu d'écart Non. encore? Alors pour rappel, les 3 grands piliers de la RSE sont l'environnement, les sujets sociaux et sociétaux et les sujets de gouvernance. Notons donc en tout cas parmi les enseignes qui ont répondu de grandes avancées, notamment sur les 2 premiers, environnement et sujets sociaux et sociétaux, puisqu'il y a plus de 92% d'enseignes qui ont déjà mis et déployé des actions ou qui sont en cours de déploiement, et léger retrait sur les sujets de gouvernance avec seulement 75% d'actions qui sont en cours de déploiement ou déjà effectuées. Et là, on voit bien que sur ce sujet, il y a quand même, y compris des sujets d'entreprise à mission, de raison d'être, il y a plein de choses qui se font quand même. Peut-être que c'est un sujet qui n'a pas encore diffusé partout. Donc on y reviendra sûrement dans d'autres cadres. Slide suivante, s'il vous plaît. Du coup, là, on est sur les gros sujets. Quand on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce que donnent ces résultats, et notamment sur l'environnement, le social, etc. Alors tout d'abord l'environnement. L'environnement, donc sujet qui est qui préoccupe le plus les enseignes. Vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît. On réalise effectivement que 86% des enseignes mènent déjà des actions pour supprimer, recycler, réduire les déchets. 68% par exemple des enseignes contrôlent l'origine des produits et 64% ont mis en place des process pour assurer les achats responsables. Il y a de très nombreuses actions que vous pourrez lire dans le livre blanc qui vont de pair, mais voilà, c'est le pilier sur lequel il y a le plus d'actions concomitantes qui sont mises en place. Ça donne l'occasion aussi de voir le nombre d'items, hein, parce qu'en fait, c'est une des difficultés, c'est qu'on voit bien que tout ça, ça couvre l'ensemble des champs de l'entreprise. Donc c'est aussi ce qui nous occupera durablement et probablement les choix que devront faire certains acteurs en termes de priorité. Sur l'engagement sociétal, quelle est la situation? Alors, comme tu mentionnais tout à l'heure, le commerce, par son maillage, est présent sur tous les territoires et c'est un tremplin pour des populations qui sont peu qualifiées, notamment les jeunes, pour accéder à l'emploi. Et justement, ces sujets de l'emploi en fait, sont ceux qui sont le plus investis par les enseignes. 86% d'entre elles mettent en place et mesurent des actions qui sont relatives à la formation. 80% favorisent la mixité, l'amélioration des conditions de travail. Derrière ce thème, il y a aussi tous les thèmes de la parité, de la diversité et du handicap. Et 70% des enseignes qui ont répondu s'engagent déjà de façon forte dans le monde associatif et notamment le monde associatif local. Donc là, on voit que de toute façon, l'entreprise employeur, enfin l'employeur, etc. On voit l'employabilité. Il y aura plein de là pour le coup, on est certain qu'il y aura beaucoup de sujets et qui dépassent même le cadre de la RSE par rapport aux préoccupations des retailers. Sur la gouvernance, on est donc un peu en retard, comme tu le disais tout à l'heure. Avant de passer au détail des propositions, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, les 2 grosses thématiques qui ressortent sont celles de la concertation des collaborateurs, 69%. On peut passer la slide, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, sur le même pourcentage, les sujets de l'intéressement et de l'actionnariat des salariés. Donc, Emmanuel, écoute, on a parcouru là, les grandes thématiques. C'était la partie un peu quantitative. Et derrière, quand on a travaillé sur ces sujets, l'idée était aussi non pas de regarder simplement une photo de ce qui se fait, mais de proposer des actions et de faire des propositions. Et pour cela, donc, on a distingué 27 propositions qui pourraient être intéressantes, notamment pour les pouvoirs publics. Et tu es allé récemment avec Sébastien Ours à Bercy. Comment est-ce que ça a été accueilli? Donc avec Sophie également, mais écoutez, oui, parce que le sujet, c'est
enfin, en fait, le sujet de l'accompagnement, puisqu'on sait que, d'ailleurs, ça apparaît également dans nos mesures par rapport au présidentiel, c'est le financement, en fait. Il n'y a pas que le financement, il y a la réglementation, le financement, les normes. Enfin, il y a énormément de sujets sur lesquels on reviendra, parce qu'on veut bien faire les choses, je crois, la plupart d'entre nous, mais c'est pas facile à faire en termes réglementaires, et c'est pas facile à faire en termes de capacité financière non plus. On a été voir effectivement le cabinet d'Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée d'économie sociale et solidaire et responsable. Donc forcément, ils ont été intéressés fortement, puisque ça leur montre aussi dans un seul document que les acteurs sont, enfin, qu'il y a une mobilisation, qu'il y a des acteurs, qu'il y a la concrétisation d'actions menées, etc. Bon, eux, en fait, la perception qu'ils en ont, puis je ne serai pas plus long que ça, c'est que le problématique gouvernementale et de l'administration, c'est d'en faire un sujet transversal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des problèmes de fond, c'est que c'est un sujet, une certaine perception au ministère de l'écologie, une certaine perception au ministère de l'économie solidaire, qui appartient à Bercy, mais une perception de Bercy aussi. Donc on voit bien que c'est un peu la logique des silos, comme partout ailleurs. La problématique, ça va être d'en faire un sujet global et d'être capable à la fois de tenir compte de la faisabilité par les acteurs, et aussi des sujets de financement qui sont loin d'être acquis, mais sur lesquels il faudra se mobiliser également. Voilà. Donc Sandrine, nos propositions, enfin les propositions des enseignes d'ailleurs, puisque c'est plutôt les enseignes que Procos, au sens, on a été plutôt intégrateur de toutes ces propositions. Tout ça émane de propositions de dirigeants et de collaborateurs d'enseignes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on ne va pas détailler, puisque ce serait, puis vous avez le document, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de principal, en commençant par les enjeux environnementaux? Donc, effectivement, on ne va pas détailler les 27 propositions. Par gros blocs, le tout premier vise à demander une clarification des lois et des règlements. On se rend compte qu'on est dans un paysage législatif qui est assez mouvant, ce qui finalement ne nous permet pas de nous projeter sur des actions de plus long terme. Et donc, l'une des propositions clés était de demander un guichet unique. Est-ce que tu peux le clarifier? Oui, pour ça, mais je pense que ce sera un partage global. C'est-à-dire qu'un des sujets, il y a beaucoup de choses. Enfin, le premier sujet, c'est les avancées, la créativité réglementaire et parfois même l'habitude de la France de surtransposer les réglementations européennes, ce qui est un vrai problème, parce qu'en réalité, on veut être bon élève, mais à la fin, on est bon élève dans un monde qui n'est pas fermé. Donc ça, c'est un sujet qu'il faudra regarder. Et en ce qui concerne les opérateurs, qu'ils soient bailleurs, alors je remercie Marie d'être là, Marie Cheval de Carmila. Il y a peut-être d'autres bailleurs, comme je ne les connais pas obligatoirement, mais en tout cas, merci. C'est effectivement comment on stabilise cette réglementation, comment elle sort suffisamment tôt par rapport à des délais de mise en œuvre, parce qu'il y a des sujets où aujourd'hui il y a des mises en œuvre rapides et des réglementations qui ne sont même pas stabilisées. Donc il y a le décret tertiaire, il y a d'autres sujets sur plein de sujets qu'en fait on ne sait même pas comment faire en pratique, parce qu'on ne sait pas quelles règles. Et donc ça, c'est comment on accède par un guichet unique à tout ce qui est réglementaire, que ça vienne d'une loi X, Y, Z, d'une norme X, Y, Z. Et puis de la même manière sur les aides, parce que ça existe, il y en a, la BPI, il y a des aides qui existent, mais quand on est acteur, alors quand on est très gros, peut-être qu'on arrive à s'y retrouver, quand on est moyen, c'est impossible, quoi. On a autre chose à faire, la plupart d'entre vous sont payés pour vendre à des consommateurs, ou en tout cas séduire des consommateurs, et c'est déjà très, très lourd. Donc ça, je pense que ce sera un des sujets majeurs qui est très partagé. On a parlé aux assises du commerce, je pense que c'est une problématique pour tout le monde. J'espère qu'on sera suivi et qu'il y aura des moyens réels pour que ce guichet soit user-friendly. Voilà. Mais après, je te laisse. On va défiler l'environnement. Oui, donc sur l'environnement, la slide, s'il vous plaît. Plusieurs champs d'action. Tout d'abord, un groupe de propositions qui vise à demander au pouvoir public un accompagnement fiscal et financier qui vont nous permettre en fait d'accélérer sur ces questions de transition écologique. Voilà, pour mieux produire, mieux consommer, des actions aussi sur les offres de transport. Voilà. Autre groupe de propositions. Peut-être un mot là-dessus, parce que alors, comme tout le monde ne le sait pas obligatoirement, mais juste un mot, puisque ça a été devisé, enfin ça a été estimé par Périfem. La seule mise en place des réglementations, c'est-à-dire que Elan, alors je suis un peu long, mais Elan, etc., a été estimé à 3,5 milliards par an pour les retailers, et ça prend
30% de la bande passante de l'investissement. Le commerce investit 11 milliards par an, et rien que le respect de la réglementation, toutes les réglementations, énergie, enfin tous ces sujets-là, je ne dis pas que c'est pas bien, mais en tout cas, on voit bien qu'on n'a pas les moyens à ISO, capacité d'investissement, de le mettre en œuvre. Donc là, on a sensibilisé là-dessus. Et puis sur le décret tertiaire, c'est sûr qu'on aura forcément des échanges à avoir avec nos amis bailleurs sur ces sujets pour le mettre en œuvre de manière positive, en étant pour qu'ils soient supportables sur le plan économique. Voilà. Ensuite, autre champ de propositions relatif à la gestion des déchets. Alors là, nos propositions s'adressent non seulement aux collectivités locales, mais aussi à des parties prenantes comme les centres commerciaux sur les sujets de collecte, par exemple des déchets. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de savoir comment, ensemble, on peut collaborer pour mieux gérer ces déchets de façon pragmatique. D'une manière générale, je pense qu'on a globalement des vrais sujets de complexité de mutualisation. C'est vrai entre retailers et c'est vrai entre le retail et son écosystème. Et ça, c'est forcément pas le plus simple à mettre en œuvre, mais je pense on aura intérêt et on y sera peut-être même contraint. Toujours sur les questions environnementales, deux enjeux sur la traçabilité, le contrôle et le rapprochement de la production. Donc l'enjeu de ce groupe de propositions est de mutualiser, de communiquer sur toutes les mesures de contrôle et de traçabilité. Il y a des normes différentes qu'il faut harmoniser, par exemple. Des plateformes qui sont parfois un peu complexes sur l'analyse du cycle de vie. On se rend compte que les entreprises peuvent travailler de façon indépendante et isolée, alors que finalement, si on communique, on peut aller plus vite, avoir plus d'impact et gagner du temps. L'échange de bonnes pratiques, quoi. Exactement. Ok. Et puis du coup, deux sujets qui nous tiennent également beaucoup à cœur, l'emploi et l'ancrage territorial. Exactement. Donc qui finalement font écho au pilier social et sociétal de la RSE. Encore une fois, par notre maillage, nous sommes des pourvoyeurs d'emploi dans des zones parfois où l'accès à l'emploi est plus difficile. Donc les grandes actions, on demande d'être soutenus pour pouvoir développer la formation des salariés, promouvoir aussi les métiers du commerce auprès du grand public et soutenir l'emploi des jeunes en prolongeant notamment les dispositifs qui ont été mis en place sur l'alternance et l'apprentissage. Dernier sujet, le territorial, la solidarité. Solidarité et notamment justement en local. Nombreuses sont les entreprises qui soutiennent des fondations ou dont les collaborateurs aussi sont actifs. Et donc, on aimerait effectivement pouvoir recevoir une politique plus incitative de dons, notamment. Bon, sur ce sujet, je pense qu'on aura... Enfin, moi, en tout cas, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je pense qu'on a... Si le commerce veut être près du citoyen, le rapprochement réel de la vie du magasin avec la vie du citoyen va être fondamental. Et c'est plus facile à faire dans un monde de franchisés que dans un monde de succursalistes. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel on a intérêt Intérêt n'étant pas un mauvais mot, il est important qu'on n'apparaisse pas comme du hors-sol. Et c'est un peu le cas aussi des centres co. C'est-à-dire que plus on sera isolé de la vraie vie du territoire, plus on apparaîtra comme des acteurs qui viennent profiter. Si on veut être des acteurs du territoire, il faut en être vraiment. Donc une fois que j'ai dit ça, je me fais taper sur la tête par tout le monde parce que c'est pas si facile. Et le meilleur moyen, c'est d'impliquer les équipes. En fait, le meilleur moyen, c'est l'implication des hommes et des femmes dans les magasins. Une fois qu'on a dit ça, on n'y est pas pour autant, ça ne va pas être simple. Donc, on a beaucoup de témoins, donc je les en remercie. Je vais pas les lister là. Vous les avez évidemment sur le livre, dans le livre, et puis certains vont intervenir. Je ne vais pas non plus lister tout ce qu'a mis en avant telle ou telle enseigne, mais juste deux mots. Ça va de l'audit des usines chez Etam. Par exemple des tableaux de bord extra-financiers, qui est un autre sujet très important, je pense, de compréhension et de guide de lecture pour les années à venir. Et je pense qu'on est au balbutiement de ce sujet qui a été fait chez Kyria, ou bien des problématiques d'emballage recyclable chez Jeff de Bruges. Donc on est vraiment dans un ensemble de choses multiples. Tout le monde en fait beaucoup.
pas obligatoirement sur les mêmes choses ou pas mis les mêmes priorités. Je vais maintenant, juste avant de donner la parole à nos intervenants de l'OAT et enseigne, puisque tu es là, Sandrine, chez Rituals, ça a été quoi la chose mise en avant et pourquoi? Rituals a toujours été sensible à ces sujets, mais c'est vrai qu'on a vraiment accéléré à partir du moment où on a décidé de s'engager pour recevoir la certification B Corp qu'on a reçue en début d'année. Ça a été une étape clé pour nous qui indique et qui reconnaît le fait que nous répondons aux normes les plus élevées en termes de performance sociale et environnementale. Et qu'il était possible de produire et de vendre des produits qui soient accessibles en termes de prix, mais qui soient aussi éco-responsables. Voilà, donc c'est l'une des premières entreprises du secteur cosmétique à obtenir cette certification. Et voilà, qui met en exergue en fait les efforts qu'on a fait en termes de transparence sur les ingrédients, d'environnement et d'impact social. Merci beaucoup. Donc je vais demander à... Pardon. Je vais demander, je ne sais pas pourquoi à chaque fois je regarde là, à Catherine. Alors je ne sais plus comment tu fais. Tu te mets... Oh. Ah, alors attends. Normalement ça doit... Non, parce que oui, mais ça ne te permettra pas de faire défiler les slides pour autant. Hein, non, donc, parce que là je peux faire défiler. Bonjour à tous. Bien sûr. Pardon. Tiens, en fait, je vais te donner ça. Ça marche maintenant. D'accord. Et pour finir, Sandrine est partie. Merci à toi. Oui, juste un truc, parce que ça c'est important, je pense. Et c'est un peu Jocelyne Leporati de Génération Responsable qui m'avait fait passer cette compréhension du sujet il y a quelques années. Il est essentiel d'avoir un référentiel. En fait, le seul moyen de s'améliorer, c'est de mesurer et de faire des choix. Personne n'est à zéro. On pense parfois qu'une entreprise ne fait rien dans le domaine. Aucune ne fait rien. Ça n'existe pas. Donc, c'est quoi mon point de départ? Comment je mesure? Il y a le sujet du bilan carbone, dont on n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais qui va être un sujet vraiment important. Faire un bilan carbone pour avoir un point de départ, même si ce n'est pas facile à faire dans le retail et que parfois on se fait très peur. Et ensuite, surtout, de mesurer, d'avoir un référentiel pour se mettre des objectifs prioritaires et impliquer les équipes. C'est le seul moyen, sinon... et ça devient positif, en fait, en termes de... Bon, je ne suis pas plus long. Je te donne la parole. Donc, Sandrine, pour Deloitte, qui nous a accompagnés dans ce... Catherine, excuse-moi. Merci. J'ai beaucoup aimé le terme de créativité quand tu as parlé tout à l'heure de cadre réglementaire. Ce que je vous propose, on a 10 minutes, je pense, Emmanuel, n'hésite pas à m'interrompre si c'est trop long. Non, mais nous, on a été un peu long, mais on te laissera le temps. C'est de faire un focus sur la loi climat et résilience. Donc, vous savez, il y a une multiplicité de textes aujourd'hui. On pourrait y passer la matinée si on devait décliner l'ensemble des régulations applicables. On a choisi de faire un focus effectivement sur ce texte. Mais ce qui va être intéressant, c'est au-delà du cadre réglementaire, de réaliser finalement que dans les actions qui sont incluses dans ce texte, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été citées et qui sont déjà faites par un grand nombre d'enseignes. Et avant tout, au-delà des enjeux de conformité, je suis persuadée que c'est aussi des sujets d'adaptation, de transformation des modèles. Alors, un petit focus sur cette loi. Oui, ça fonctionne, c'est magnifique. Alors, un instant, oui. Cette loi, juste pour redonner un peu de contexte, c'est la suite de la Convention citoyenne sur le climat. Vous savez, cette initiative gouvernementale de réunir des citoyens, force de proposition, et d'imaginer ensemble un futur possible, d'imaginer des actions qui soient applicables à la fois aux acteurs privés et aux acteurs publics, aux citoyens et aux entreprises. Et donc, on se déconnecte un petit peu du langage commun de l'ESG qu'on citait tout à l'heure, avec un pilier environnemental, avec des thématiques climat, économie circulaire. Alors, c'est concrètement, dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les lignes et transformer nos modèles. Donc, 5 grands piliers: consommer, produire, travailler, se déplacer, se loger, se nourrir. Vous comprendrez à la lecture de ces 5 grands piliers que certains vont vous impacter directement. Il y a plus de 300 articles de texte, soyez rassurés, on ne va pas tous les décliner ce matin. Je vais me concentrer sur ceux qui vous impactent. Alors, bien évidemment, le premier, consommer. Alors, consommer, vous voyez, on a essayé de surligner ici, en orange, ce qui
directement va concerner votre secteur. On partagera, j'imagine, Emmanuel, la présentation après. Donc, on n'est pas censé parcourir tout ça ensemble. Mais les grands messages qu'il faut retenir. Le premier, c'est l'information, en fait. L'information aux consommateurs. Donc, l'affichage d'une sorte d'étiquette environnementale, de notes environnementales des produits, avec un premier focus, dans un premier temps, sur l'industrie textile, bien évidemment, donc pour les chaînes concernées, avec une période d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on donne 5 ans aux entreprises pour mettre en place un éco-score. Alors, on aura des grands débats sur le score, comment on le calcule, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est comparable, mais en tout cas, le ton est donné. Deuxième enjeu d'information, c'est bien sûr la publicité. Et là, dès 2022, vous savez, un certain nombre d'acteurs sont déjà soumis à la publication des impacts environnementaux des produits qui sont vendus. C'est le cas du secteur automobile, c'est le cas aussi du secteur de l'électroménager. Donc un premier pas d'ores et déjà en 2022. D'autres enjeux qui sont davantage des enjeux d'économie circulaire, mais qu'Emmanuel a cité tout à l'heure sur, par exemple, les enjeux de recyclage, donc la mise en place d'un système de consigne pour le verre, c'est des choses qu'on a connues, en tout cas pour les personnes de ma génération dans cette salle. D'autres questions, et là c'est à nouveau ce questionnement sur le modèle d'affaires, c'est la vente en vrac, avec des enjeux bien sûr fondamentaux d'économie circulaire. Donc vous voyez, d'ici à 2030, plus de 20% des surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés qui doivent être dédiées à la vente en vrac. Donc c'est en ça que je dis oui, bien sûr, c'est des enjeux de réglementation, mais c'est aussi avant tout des enjeux de transformation qui sont mis en place par un certain nombre d'acteurs dès maintenant. Voilà pour la partie consommée. Pour la partie production, on va bien sûr retrouver les enjeux à nouveau de recyclage. Donc l'obligation de mettre à disposition des consommateurs des pièces détachées pour pouvoir réparer des articles sur une période de 5 ans. Donc là, de la même façon, on va cibler certains articles. Donc on va cibler le bricolage, on va cibler le jardinage, on va cibler certains secteurs, avec une ambition, bien sûr, du régulateur d'aller au-delà et demain d'encourager cet enjeu d'économie circulaire et de, si on peut parler, de sobriété sur ces enjeux. Mais au-delà de ça, je sais que certains d'entre vous ont déjà réfléchi et déjà mis en place d'ailleurs des enjeux de changement de modèle, c'est-à-dire de location, de mise à disposition, de reprise bien sûr des articles. Un deuxième point qui est important, qui n'est pas en orange, et pourtant, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'enjeu des salariés, c'est-à-dire aussi d'intégrer les salariés dans ce dialogue, dans les représentants du personnel. Aujourd'hui, les débats sont avant tout des débats économiques et sociaux, mais le sujet environnemental est encore un grand absent de ces échanges. Donc, c'est véritablement mettre ce sujet environnemental aussi au cœur des discussions avec les collaborateurs qui sont clairement vecteurs de transformation. En tout cas, nous, on le vit au sein de notre organisation. Je ne doute pas qu'au sein de vos entreprises, ils soient aussi clairement moteurs et que c'est une force d'attractivité pour vos différentes enseignes. Un autre point, celui-là, c'est bien sûr sur les énergies renouvelables, la mise en place, par exemple, de panneaux solaires, de surfaces végétalisées pour tous les espaces supérieurs. Alors, je crois que c'est 500 mètres carrés, c'est ça, que ce soit des surfaces commerciales ou que ce soit des parkings, donc des investissements à faire, mais qui sont d'ores et déjà faits par certains d'entre vous. Se déplacer, bien sûr, vous n'êtes pas concerné directement, mais c'est une réflexion fondamentale sur le modèle et sur le comportement des consommateurs en facilitant, bien sûr, les mobilités douces. Donc, c'est réfléchir au positionnement et à l'accompagnement des collaborateurs. On est directement concerné. Vous êtes directement concerné. Ah oui, parce qu'en fait, ce sujet-là crée des contraintes de mobilité. Et à partir du moment où tu mets des difficultés de déplacement, tu contrains ta zone de chalandise, en fait. Donc, non, on est directement. Et puis, je ne parle même pas de la livraison des magasins. Mais... Non, j'avais ce langage direct, indirect. C'est-à-dire, c'est vraiment d'accompagner aussi toute votre chaîne de valeur jusqu'au consommateur dans le changement de comportement. Mais là, c'est effectivement un cadre réglementaire. Se loger. Alors là, l'enjeu pour vous, clairement, c'est les débats sur l'artificialisation des sols et l'ambition d'ici à 2030 de réduire de moitié le rythme d'urbanisation finalement et d'artificialisation et d'atteindre une artificialisation nette nulle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'impossibilité de construire de nouvelles surfaces commerciales à l'horizon 2050. Donc c'est vraiment des questions de fond. C'est pour ça, au-delà à nouveau de ce texte, je pense que ça soulève des questions assez essentielles sur l'évolution du modèle
aujourd'hui et du business model des différentes enseignes. Alors, avant de réfléchir peut-être aux impacts directs pour vos activités avec nos différents participants, un petit pas de côté sur le regard justement des parties prenantes externes et de la société civile. Et vous savez que cette loi a fait couler beaucoup d'encre, a été quand même assez vivement critiquée et par la société civile et par certaines ONG, au motif qu'on n'allait pas assez loin. Mais je pense que la question de fond, c'est davantage, est-ce que ces actions sont finalement suffisantes pour atteindre l'ambition de départ, qui était de réduire les émissions carbone en France de 40% d'ici à 2030, avec une baseline à 1990. Et aujourd'hui, comment s'assurer que cela est suffisant? Et je pense que c'est une question que l'ensemble des entreprises se posent, que nous nous posons nous-mêmes. C'est-à-dire de prendre des engagements à un horizon 2030-2050 de neutralité carbone, finalement, ça n'engage que nous. La question, c'est comment on s'assure de la crédibilité, de la robustesse de ces engagements et comment on les décline dans des actions concrètes, opérationnelles, mesurables. Tu citais tout à l'heure l'exemple des scorecards et des mesures d'impact. Et c'est ça aujourd'hui qui est questionné, et je pense que c'est les questions fondamentales qu'il faut qu'on se pose, nous, en tant qu'entreprise. C'est est-ce que ce qu'on fait est suffisant pour atteindre cette grande ambition? Pour conclure, peut-être, je pense, et pour orienter les discussions sur ces sujets climatiques et la structuration des stratégies climat, je pense qu'il y a vraiment deux prismes. Il y a un premier prisme, mais c'est la mitigation, c'est-à-dire comment réduire notre empreinte carbone. Ce que tu citais tout à l'heure avec les déplacements des consommateurs. Ça va être aussi l'empreinte des produits. Donc, c'était ce qu'on parlait d'étiquette environnementale. Ça, c'est réduire les émissions. Mais il y a une autre question de fond qu'on a abordée un petit peu ici, c'est comment ces changements vont impacter mon business model, ma résilience financière et ma performance financière. Et avec deux prismes, un prisme risque physique, donc on l'a vu ces dernières années, avec des changements, bien sûr, des risques de rupture, par exemple, de chaînes d'approvisionnement, du fait de catastrophes naturelles, mais aussi, bien sûr, des risques de transition, du fait des changements de consommation, du fait des changements d'attente aussi de vos collaborateurs, du fait de nouvelles réglementations. On a parlé de l'effervescence, il y a les sujets aussi de taxes carbone qu'on aura pu évoquer, qui vont de facto impacter aussi la valeur de certaines matières, la question même de l'accès à certaines matières. Donc c'est tous ces débats de fond et on se rend compte qu'on est bien au-delà de sujets réglementaires. Pour moi, on est vraiment dans des sujets stratégiques et les études démontrent aujourd'hui enfin la corrélation entre la performance financière d'une entreprise aujourd'hui et sa performance sociale et environnementale. On en doutait encore il y a quelques temps. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus à le démontrer et c'est finalement du bon sens parce que ça veut dire qu'on a intégré ces risques, qui sont des risques d'entreprise, fondamentalement, qu'on est force d'innovation et qu'on a cette vision long terme que vous avez au niveau des enseignes, dans une démarche effectivement de transition, de transmission et de transformation de nos modèles. Donc voilà ce que c'est pour moi cette loi climat et résilience, certes imparfaite, mais en tout cas ça pose les jalons pour accompagner vos organisations, je pense, dans leur transformation. Mais je crois que vous n'avez rien découvert dans les différentes actions et je ne doute pas qu'un grand nombre d'entre vous a déjà commencé à travailler dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question, juste une, de précision avant qu'on... Sinon, non, mais sinon, on avait prévu de le faire plutôt à la fin. Géraldine, tu peux effectivement t'installer pour Fnac Darty Nature et Découverte, je crois que. Et d'ailleurs, qui était un acteur. Alors, c'est le vert. C'est le vert, celui-là. Alors, sauf, ouais, parce que là, tu as fait de la marche arrière. Alors, plutôt dans ton dos, en fait, je pense. Voilà. Mais, voilà, et en tout cas, par rapport à ce que tu disais, c'est clair que on a un peu deux manières de voir les choses. Et forcément, au quotidien, pour les dirigeants, c'est plus complexe que ce qu'on raconte. C'est-à-dire qu'en plus, on a un peu mal à la tête avec tout ce qui se passe en matière de changement, y compris d'inflation, etc. Donc, en fait, c'est le télescopage de tous les sujets qui rend... on est obligé de changer de modèle, de toute manière. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un choix sur les sujets responsables. Malheureusement, on va peut-être être obligé aussi de changer de modèle sur un sujet inflationniste qu'on n'a plus en tête, hein, que beaucoup... alors moi, je suis assez vieux pour l'avoir en tête, mais c'est pas le cas de tout le monde. On n'a pas vécu avec un modèle d'inflation. Donc et donc, du coup, c'est pas tellement la volonté, parce que la volonté, c'est vrai que la crise Covid, à mon sens, moi, je l'ai vécu comme ça, a accéléré beaucoup de choses. Et ça n'a pas commencé par ça, mais en tout cas, ça a accéléré. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet sur le fait de la volonté de faire. Je pense en plus que les boîtes ont conscience que leur volonté
de faire sur ce sujet est indispensable pour avoir des collaborateurs. Donc c'est un vrai problème en fait, indépendamment même du consommateur, de collaborateur. Après, comment je fais mes choix, sur quoi je fais les choses en priorité. Et donc le sujet dont tu parlais est très juste, c'est-à-dire que comment je sais que telle mesure a un impact plus fort que telle autre, soit sur l'aspect carbone ou autre, ou économie en énergie, soit sur l'aspect valorisation d'actifs, soit sur l'aspect consommateur. Et donc là, après, comment j'arbitre tout ça? Parce que si on se fait la liste à l'après-vert, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui pourront se la payer, quoi. Peut-être L'Oréal, je sais pas. Vas-y, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravie d'être là aujourd'hui, ce matin. Merci encore Sophie et Emmanuel de m'avoir conviée. Donc, je suis Géraldine Olivier, je suis la directrice de la RSE du groupe Fnac Darty. Donc, j'ai pris mes fonctions le 20 septembre dernier. La direction de la RSE existe depuis 2012, mais moi j'ai repris les rênes en septembre dernier et je suis dans le groupe depuis 2016. Et précédemment, j'avais en charge toute la partie achat indirect, donc tout ce qu'on achète et qui n'est pas revendu en magasin, la logistique, le transport, les moyens généraux. Et puis, dans les 2 dernières années, là, avant de rejoindre la direction de la RSE, en fait, j'étais rattachée à la direction des opérations. Alors, les opérations chez Fnac Darty, c'est tout ce qui est transport, livraison, SAV, enfin bref, des activités, vous comprendrez, où le CO2, les émissions de CO2 sont un sujet crucial. Et donc, j'avais en charge pour l'ensemble des filières des opérations de coordonner les sujets de climat et de RSE. Donc, ça n'est pas tout à fait un hasard si j'ai rejoint la direction de la RSE en septembre dernier. Alors, j'ai un gros challenge puisque en 15 minutes, il va falloir que je résume la stratégie RSE du groupe Fnac Darty et que je fasse un focus, puisqu'on a choisi de faire un focus sur tout ce qui est consommation durable. Alors, ce qui est important de noter, donc je vous ai dit, la direction de la RSE, elle a été créée en 2012, mais vraiment, il y a eu un tournant qui a été pris l'année dernière, quand a été publié au sein du groupe notre nouveau plan stratégique Everyday, et qui fait que la RSE se trouve vraiment au centre du business model, du modèle d'affaires. Et d'ailleurs, on l'a réaffirmé aussi dans notre raison d'être, puisque notre raison d'être, c'est s'engager pour un choix éclairé, une consommation durable. Et au-delà de Everyday, au-delà de cette raison d'être, c'est aussi un certain nombre de KPI opérationnels qui sont dans Everyday et qui ont une connotation RSE. Donc à la fois sur des sujets de durabilité, je vais y revenir, de réparation, des enjeux de réparation, des enjeux de climat, puisqu'on a aussi un objectif de réduction de moins 50% en horizon 2030 versus 2019 de nos émissions directes, scope 1, scope 2, et puis bien évidemment aussi des sujets de parité, que ce soit au COMEX ou au niveau des cadres dirigeants. Alors notre stratégie RSE, donc elle se résume à cette roue avec 5 piliers et puis la gouvernance au milieu. Alors on a fait le choix chez Fnac Darty d'avoir une gouvernance finalement qui est très décentralisée. L'équipe de la RSE, donc ma direction, en fait c'est 3 personnes. On peut se dire c'est quand même un petit peu court pour un groupe comme Fnac Darty. Et en fait non, ce qui marche bien, c'est qu'on a fait le choix dans chacune des directions, des filières opérationnelles, de nommer des référents RSE ou sur des sujets plus particuliers. On se réunit régulièrement dans des comités. À chaque fois, dans ces comités, il y a un sponsor COMEX. Et l'idée, c'est de bâtir des plans d'action, avoir des actions concrètes et les mettre en œuvre. Et donc, on a un comité climat, un comité RSE, un comité économie circulaire, durabilité. Donc, en fait, vraiment, le choix qui a été fait en termes de gouvernance, c'est pas d'avoir une direction de la RSE un peu hors sol, c'est que vraiment, ça infuse dans l'ensemble de l'entreprise. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, concrètement, la RSE est vraiment dans le modèle d'affaires. Alors, en termes de stratégie RSE, 5 piliers: capital humain, préservation du climat, éthique des affaires, territoire et culture et consommation durable. Alors, je dirais que sur le capital humain, et on l'a évoqué tout à l'heure, un groupe comme Fnac Darty, de par notre modèle omnicanal, de par nos implantations, que ce soit nos entrepôts logistiques, nos magasins, on a une responsabilité en tant qu'employeur, donc ça s'impose à nous. Sur la préservation du climat, on parlait, le contexte réglementaire aussi, ça s'impose à nous. L'éthique des affaires, bien évidemment. Et puis, sur tout ce qui est territoire et culture, c'est vrai qu'avec notre ancienne Fnac, on a vraiment quelque chose à apporter pour la diffusion et la démocratisation de la culture. Et puis, sur la consommation durable, c'est là où je vais faire un focus sur le sujet. Alors, en termes de consommation durable, en fait, l'idée, c'est vraiment de rendre toute, je dirais, cette
notre chaîne de valeur plus durable. Et donc, il y a cette roue d'économie circulaire, de cercle vertueux de l'économie circulaire qui va de l'information du client. Donc ça, c'est fondamental, tu l'as évoqué tout à l'heure, l'éco-conception, le réemploi, la réparation et le recyclage. Et sur toutes ces étapes de cette économie circulaire, eh bien, Fnac Darty apporte des solutions concrètes. Et je vais d'ailleurs en évoquer un certain nombre avec vous. Alors, le premier sujet, c'est le score de durabilité. Alors, le score de durabilité, en plus, c'est un objectif, vous avez vu, qui est dans notre plan stratégique. Alors, je fais un petit pas en arrière. En fait, donc maintenant, vous savez qu'on a l'indice de réparabilité, ça c'est obligatoire. Eh bien, au moment de la publication de l'indice de réparabilité, Darty, de par toute sa connaissance, toutes les datas qu'on peut avoir, puisque vous savez qu'on est le premier SAV en France, enfin premier réparateur en France, on a tout un tas de données, et donc on a mis à disposition en fait ces données auprès de l'ADEME, et donc c'est comme ça, on a participé à l'élaboration de l'indice de réparabilité. Et puis on a souhaité aller un cran plus loin au niveau du groupe et parler de score de durabilité, où finalement on mixe à la fois de la réparabilité et de la fiabilité. Et on intègre aussi, et ça c'est un sujet important, la notion de mise à disposition des pièces détachées. Parce que c'est bien sympa d'avoir un appareil qui est réparable, enfin qui peut être réparé. Enfin, si on n'a pas les pièces pour les réparer, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc on a aujourd'hui scoré l'ensemble de nos produits, de notre assortiment, sur l'ensemble de notre gamme. Et donc, on a un objectif aujourd'hui d'avoir l'ensemble de notre gamme qui évolue vers plus de durabilité. Et tous nos chefs de produits sont incentivés, d'ailleurs, sur le fait de rendre plus durable leur offre et leur assortiment. Et alors, ce score de durabilité, en fait, ça n'est pas seulement un sujet en interne, c'est aussi un sujet en externe. Tous les ans, en fait, en septembre, on publie ce qu'on appelle le baromètre du SAV. Donc, d'ailleurs, je vous incite tout de suite, alors peut-être pas tout de suite, mais en sortant, à aller sur Internet et taper baromètre du SAV de Darty. Et donc, ça donne la possibilité à qui veut bien regarder, et à nous clients notamment, d'avoir par univers, donc par exemple, bien là j'ai pris les ordinateurs portables, d'avoir une notion sur un certain nombre de critères de durabilité et surtout d'avoir un classement des marques qui sont présentes dans notre assortiment qui sont les plus durables. Donc ça donne une information aux clients. Mais inutile de vous dire que pour nos fournisseurs, ça embarque aussi nos fournisseurs parce qu'il vaut mieux être dans le top du podium que tout en bas du podium. Donc aussi, ce sujet-là permet d'embarquer, comme je vous disais, tout l'écosystème et la chaîne de valeur, ça permet aussi d'embarquer nos fournisseurs. Et donc pour vous donner 2 exemples, depuis la création de ce baromètre du SAV, on a observé, notamment sur le petit électroménager, vraiment un allongement significatif du nombre d'années de mise à disposition des pièces détachées. On est passé de 6 à 11 ans. C'est significatif. Un autre exemple aussi très concret, on a une année, je ne donnerai pas le nom du fournisseur, un fournisseur qui avait une tablette, qui vendait une tablette, et qui s'est trouvé complètement déclassé parce qu'en fait, sa tablette, la batterie à l'intérieur était collée. Donc, c'était pas possible que de réparer. Et bien, 1 an après, en fait, il a revu tout son processus industriel et maintenant, la batterie est vissée. Et donc, ça permet maintenant de réparer ces tablettes. Donc, pour vous montrer que ce baromètre du SAV, c'est non seulement une information vis-à-vis de nos clients, mais c'est aussi le fait d'embarquer tout notre écosystème et puis nos fournisseurs. Et donc, fort de ce score de durabilité du baromètre SAV, eh bien, on va aussi encore un cran plus loin. Et aujourd'hui, chez Fnac Darty, que ce soit dans nos magasins ou sur nos sites internet, on a la possibilité, on offre à nos clients la possibilité de faire le choix de produits plus durables. Et donc, vous avez dans nos magasins des produits qui sont logotés choix durable. Et puis, effectivement, l'autre grand sujet, vous l'avez compris, c'est la réparation. Donc là, aujourd'hui, nous sommes un acteur majeur, puisqu'on est le premier réparateur en France, et plus de 3000 collaborateurs aujourd'hui qui sont au sein de nos équipes sur les sujets de réparation. Et on a l'ambition, dans les années qui viennent, de recruter 500 techniciens supplémentaires. Nous, on a 4 centres de réparation situés en France, je le répète, en France, avec un entrepôt de pièces détachées. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 2 millions en fait, de produits en 2021 qui ont été soit réparés, soit pour lesquels on a trouvé une solution. En tout cas, on a évité le remplacement. Et là encore, c'est un objectif qui est inscrit dans notre plan stratégique d'être à horizon 2025 à 2,5 millions de produits réparés. Donc, vous voyez, ce sujet de la réparation est vraiment au cœur de notre activité.
On complète l'arsenal parce qu'on a racheté il y a 2 ans Wifix. Donc Wifix est une société qui répare et reconditionne des smartphones. Donc aujourd'hui, c'est plus de 140 corners qui sont présents en France et en Belgique. Toujours sur le sujet de la réparation, on offre aussi la possibilité à nos clients, s'ils le souhaitent, de pouvoir aussi réparer par eux-mêmes leurs produits, les produits qu'ils peuvent avoir achetés ailleurs, enfin d'ailleurs chez nous ou ailleurs. Et donc on a créé une communauté du SAV qui est très active, donc où vous retrouvez des tutos, des conseils pour réparer. Et on est allé aussi un cran plus loin puisqu'on a aussi lancé un site de vente en ligne de pièces détachées. Et puis on est très fiers, je ne sais pas si vous avez lu la presse récemment, mais donc on a annoncé récemment que nous avions conclu un partenariat avec Apple qui fait de nous aujourd'hui, le groupe Fnac Darty, le premier réparateur tiers en France d'Apple. Et puis toujours dans l'idée de fluidifier, de rendre plus accessible la réparation, on a lancé maintenant il y a 2 ans Dartymax. Alors Dartymax, qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement à la réparation. Donc vous avez un abonnement mensuel et ça vous permet en fait d'avoir accès à tout un panel justement lié à la réparation, donc du diagnostic, du bilan, le déplacement de nos techniciens. Et ça sur un certain nombre de produits, une gamme assez large de produits. Et ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas seulement sur des articles que vous auriez achetés chez Darty, c'est aussi sur d'autres articles qui sont aujourd'hui que vous avez chez vous. Et donc ça, c'est un sujet qui est nouveau, qui est primordial pour nous. Et là, c'est pareil, on a un objectif au sein de notre plan stratégique d'arriver à plus de 2 millions d'abonnés d'ici 2025. Alors, on a parlé durabilité et chaîne de valeur, on a parlé réparation, et puis il y a un autre sujet aussi qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le fait de donner une seconde vie à nos produits. Et là, pour ce faire, on a 2 solutions, l'occasion et le don. Donc sur la partie occasion, on a créé il y a 2 ans une direction de la seconde vie. Et c'est important de noter que cette direction de la seconde vie, elle est rattachée à la direction commerciale. Et ça, pourquoi c'est important? C'est pour vous montrer qu'en fait, ce sujet de la seconde vie, il n'est pas à part. Il fait partie du business model. Et donc aujourd'hui, on a 2 marques, Darty Occasion et Fnac Seconde Vie. Et pour vous donner un ordre d'idée, on en est très fiers. En 2021, c'est une augmentation de 50% de chiffre d'affaires versus 2020. Donc vraiment, la seconde vie aujourd'hui, c'est primordial pour nous. Et puis l'autre sujet, et je pense qu'il y a d'autres intervenants qui vont aussi insister sur ce sujet-là, qui est le don. Et donc le don en nature, donc le don de produits, là c'est pareil, on peut être fier des résultats que nous avons obtenus, puisque versus 2020, c'est quasiment un doublement de ce qu'on a pu donner à différentes associations. Alors jusque-là, jusqu'à début d'année, on était très organisés, c'est-à-dire on faisait beaucoup de dons à partir de nos entrepôts. Et puis on avait un sujet, c'est nos magasins, parce qu'on a beaucoup de magasins, et comment gérer finalement ces dons qu'on a en magasin, comment faire. Alors inutile de vous dire qu'on n'allait pas remonter tous ces produits en entrepôt, parce que d'un point de vue économique et environnemental, c'est juste une aberration. Et donc on a conclu un partenariat avec Commerceau, et donc Commerceau permet de faire le lien directement entre un magasin et une association locale. Et donc ce partenariat a été lancé en fin d'année. Et là, il devrait être, complètement opérationnel dans l'ensemble de magasins Fnac et Darty d'ici la fin du mois de juin. Et puis ça, c'est vraiment un sujet dont je suis particulièrement fière, parce que ça a été, à l'initiative de mes équipes, mais ça a finalement mobilisé beaucoup de gens au sein de l'entreprise, que ce soit les équipes transport, les équipes marketing, les équipes informatiques, c'est la livraison éclairée. Alors, la livraison éclairée, qu'est-ce que c'est? Bien, aujourd'hui, si vous allez sur nos sites de vente en ligne, donc fnac.com et darty.com, eh bien, en fonction du lieu de livraison, la façon dont vous êtes livré, on vous indique l'impact du CO2. Alors, aujourd'hui, c'est un calcul qui est un calcul par rapport au kilo de colis transportés. Donc après, on va affiner, on pourra affiner après, et vraiment en fonction du poids du colis que vous avez transporté. On est assez humble sur le sujet, c'est-à-dire qu'on est conscient que la méthodologie, elle va évoluer. D'ailleurs, il y a une étude de l'ADEME, et d'ailleurs, on y participe, nous, Fnac Darty, pour collaborer. Donc, on va, en fonction des résultats de l'ADEME, on pourra modifier justement ces facteurs d'émission qu'on peut indiquer. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer qu'on est vraiment
dans cette volonté que d'informer nos consommateurs sur l'ensemble de la chaîne et même sur la livraison. Alors on est tout à fait conscient, donc on sait que là, aujourd'hui, ce qui est le plus éco-friendly, c'est finalement le retrait en magasin. On est conscient que le déplacement du client a un impact. Aujourd'hui, ce n'est pas inclus dans ce qu'on vous projette là. Mais on donne la possibilité, toujours à partir de nos sites, d'être renvoyé vers Datagir, donc qui est une plateforme de l'ADEME, et qui vous permet, vous, en tant que consommateur, de calculer réellement l'impact carbone de votre déplacement pour vous rendre dans votre magasin Darty ou Fnac le plus proche. Donc on a vraiment donné, on souhaite donner de l'information à nos clients. Donc cette méthodologie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est basé sur les facteurs d'émission de nos transporteurs selon notre schéma de transport. Bien évidemment, elle a été validée par un tiers extérieur. Et donc, on a la volonté que de faire évoluer et de donner de la lisibilité à nos clients, également sur la livraison. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur tout ce que le groupe Fnac Darty fait en termes de consommation durable, et ce, dans vraiment un écosystème global et l'ensemble de la chaîne de valeur. Merci Géraldine. Moi, je pense que j'ai eu la chance de connaître Darty il y a longtemps, et je pense que du coup on voit que les ADN initiaux d'une boîte comme Darty peuvent servir aujourd'hui, parce que c'est certain que ce sujet de réparabilité n'est possible que pour autant qu'il y ait des gens dans les SAV, hein, c'est-à-dire que des gens qu'on ne voit pas. Et en tout cas, merci à toi. Alors, on ne va pas prendre de questions tout de suite parce qu'on est un peu en retard. Et on voit la richesse, hein, de tout ça et de ce que ça veut vouloir dire durée de vie des produits, surtout dans un domaine où on a longtemps reproché l'obsolescence programmée. Donc il y a un travail à faire consommateur de réassurance par rapport à tout ça. Et puis le sujet livraison qui fait un peu peur. Non. Sur le sujet du déplacement du consommateur, on voit bien que c'est pas simple. C'est-à-dire que si effectivement on considère que le déplacement du consommateur pour aller chercher un produit dans un magasin, c'est un déplacement unitaire par rapport à une seule action, on va mourir. Donc il faut. Mais généralement, c'est pas le cas. En fait. Non, généralement, c'est pas le cas. On a fait des études, évidemment. parce que j'ai pas le temps de tout développer, mais au-delà de la méthodologie qu'on a mis en place, on a aussi des études justement vis-à-vis de nos clients, sur les attentes de nos clients, et donc ça répond aussi à une attente de nos clients, et sur les déplacements aussi des clients pour aller rechercher un colis. En général, ils n'y vont pas juste pour aller chercher un colis. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Ah pardon, vas-y, on va être rapide parce qu'effectivement. Oui, dis-moi. Je trouve ça super intéressant, effectivement, la livraison éclairée. Et je me posais juste une question, s'il n'y a pas une inversion dans les chiffres entre livraison express et livraison standard. Et justement, non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, derrière la livraison express, donc on a un acteur majeur qui s'appelle Chronopost. Et derrière la livraison standard, on a un autre fournisseur qui est majoritairement La Poste. Et donc, effectivement, ça peut surprendre. On se dit, bah ouais, finalement, livrer en express, ça doit être plus consommateur que livrer en standard à 2-3 jours. Eh bien non. Aujourd'hui, Chronopost, avec le schéma de transport qu'ils ont, la façon dont ils sont organisés, la flotte de véhicules qu'ils ont, est aujourd'hui moins émissive en termes de CO2 qu'une livraison standard. Mais les choses peuvent évoluer. Mais factuellement, c'est ça. Et en plus, on prend vraiment les données. Encore une fois, on interroge nos fournisseurs et on leur demande par rapport vraiment au colis qu'on transporte, au mix qu'on transporte. Donc, on est vraiment transparent sur l'information qu'on donne. Merci beaucoup. On va donc accueillir. Une autre question rapide. Ouais. Non, c'est un abonnement mensuel. Ça commence à 9,99 € et après, en fonction du spectre, du spectre plutôt, hein, puisqu'il y a le gros électroménager, produits techniques, etc. Du coup, l'abonnement peut être un peu différent. Et là, c'est pareil. Vous avez Darty Max sur Google, impeccable. Vous aurez tout. Ouais. La pub pour Google. Donc en tout cas merci. Peut-être qu'il y aura des questions à la fin. J'espère qu'on aura un peu de temps. Maintenant, Caroline Bottin, donc, qui est en charge de la responsabilité sociale et sociétale de Kiabi. Alors déjà, on va voir si on t'entend. Donc si tu veux bien t'exprimer une seconde. Je suis là avec vous. Super, ça marche, très bien. Et écoute, je te laisse la parole puisque on a fixé des objectifs effectivement d'intervention courte. Pour revenir un tout petit peu sur les priorités de Kiabi, et puis on avait choisi qu'on parle plutôt de recyclage de produits et d'information consommateur. Donc je te laisse la parole.
Et, ah oui, Oui. c'est moi qui vais passer les slides, donc n'aie pas honte de me dire... Suivant. C'est ça? Exact. Ça marche. Sur cette-ci, j'espère que tout le monde m'entend bien. D'abord, un petit rappel, Kiabi est structuré par sa vision à 10 ans, qui a été réalisée et terminée l'année dernière, en 2021. Et d'une vision volumétrique, on passe à une vision qui est plus proche du serviciel et qui se rapproche de ce qu'on vient d'entendre avec Géraldine. À l'intérieur de ça, on a des focus plus particuliers sur le produit. On a parlé avec Catherine Serre tout à l'heure du bilan carbone qui est le point de départ. C'est même d'ailleurs Emmanuel qui en a parlé. Clairement, notre bilan fait ressortir qu'à peu près 82% de nos enjeux sont liés aux produits hors transport et on arrive à 87% si on rajoute le transport. Donc, il est urgent pour améliorer notre empreinte d'un point de vue environnemental. On pourrait d'ailleurs aussi le dire d'un point de vue sociétal, de travailler sur les matières et sur notre production en général, y compris de prendre en compte l'analyse de cycle de vie jusqu'au recyclage. On a mis en route suivant, s'il te plaît Emmanuel, une démarche dans ce sens. Pourquoi en France, alors qu'on pourrait se dire qu'on est un des pays les plus avancés avec une filière de recyclage textile, parce qu'aujourd'hui, cette filière n'est pas parfaite. Elle est d'ailleurs fort challengée par le gouvernement et l'ADEME actuellement. Seulement 2 sur 3 vêtements, linge de maison et chaussures sont collectés en fin de vie. 1% des textiles redeviennent vraiment un textile, le reste va dans ce qu'on pourrait appeler du recyclage plus dégradé. Et d'ici 2025, la collecte des textiles sera une obligation au niveau de l'Europe avec toute la démarche de Green Deal européen. Suivant. Alors, je voulais vous montrer un peu concrètement ce que ça peut donner au niveau d'un magasin en termes de circuit de collecte. On a tous des clients qui vont nous ramener leurs produits dont ils ne veulent plus en magasin, avec ou sans incitation commerciale ou point de fidélité. Ça, c'est à définir pour chaque enseigne. Et ensuite, on a plusieurs options. On a celle de faire des dons en local, mais dans ce cas-là, on ne maîtrise pas la suite du circuit. On peut faire une collecte. On rassemble au niveau régional pour mutualiser les volumes et derrière se mettre en route pour du tri. Et puis celui-ci donnera lieu à de la prestation de recyclage et de réemploi. Réemploi, ça veut dire qu'on découpe la matière et qu'on ne la transforme pas. On pourrait imaginer aussi de la réparation car certains produits ont un défaut mais ne sont pas usés. Et enfin, dans le cas de la réparation et des produits réutilisables, on part vers une revente par des tiers ou une revente en seconde main dans nos propres magasins. Enfin, j'ai oublié, il y a une démarche de don qui est possible au lieu de faire un don vers l'externe, on peut faire un don vers nous-mêmes et créer des magasins solidaires, ce qui est une démarche en cours chez Kiabi aussi. En termes de démarche, nous avons commencé à mettre en place une collecte mutualisée avec d'autres enseignes de la galaxie Mullier. Ce n'est pas évident finalement, mais par contre on est souvent sur les mêmes sites, c'est ça qui peut être intéressant. Et honnêtement, plus ça va, plus les collecteurs ne se déplacent pas s'il y a du volume. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça. Si on veut derrière avoir un gisement qualitatif, qu'on va analyser justement et dont on va tirer des enseignements pour savoir que peut-on faire à la fin. Quelle est la part de réutilisable, quelle est la part de réemployable pour faire des chiffons et quelle est la part de recyclable. On mettra en place derrière des schémas spécifiques de recyclage. Alors, nos invendus, qui eux ne sont pas dans cette partie fin de vie post-consommateur, mais post-magasin, représentaient en 2021 10 magasins, 400 000 pièces de dons et 18 emplois d'insertion créés, plutôt dans les magasins, le but étant à terme de créer un vivier dans les magasins Kiabi, car chaque magasin, petit magasin comme celui qu'on voit sur la photo, est accompagné par un magasin Kiabi en termes de formation pour gérer cette mini-enseigne. Et donc, on veut créer des ponts pour l'emploi vers Kiabi derrière. Suivant, merci Emmanuel. Alors, la collecte mutualisée, je voulais vous montrer un exemple de cartographie sur le nord et un tout petit bout du Pas-de-Calais. Vous montrer que si on collectait Kiabi plus Decathlon, plus Auchan, plus Pimki, plus Tape à l'œil, ça donnerait une cartographie de ce type-là. Et donc, on voit l'intérêt
par rapport à une couleur qui correspond à un type d'enseigne, les enseignes toutes ensemble, elles sont beaucoup plus puissantes pour collecter. Suivant. Quand tu dis si, c'est que c'est pas encore, c'est des choses qui sont. Non, on ne l'a pas activé faute d'acteurs. Ça a l'air ridicule, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est pourtant un grand berceau du recyclage et de la collecte, c'est compliqué à organiser. Il faut trouver des acteurs adaptés et ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ça coûte cher sinon. Enfin, je voulais vous parler d'un autre sujet, après ce sujet sur la collecte et le recyclage, qui est donc en cours d'élaboration, avec une première expérimentation, ceci dit, dans les Alpes, entre Kiabi et Decathlon, sur 22 magasins en tout, dont je pourrais vous reparler une autre fois, puisqu'on n'a pas encore analysé le gisement. Je voulais vous parler de l'affichage environnemental textile qui fait partie du package climat et résilience qu'a évoqué Catherine tout à l'heure. Vous le résumez. En gros, à quoi engage l'affichage environnemental textile pour lequel Kiabi est en cours d'expérimentation avec 3 méthodes d'affichage différentes, la méthode européenne, la méthode française dite méthode ADEME et une 3e méthode liée au défi qui permettra d'intégrer un critère sociétal. Le but de l'affichage environnemental, c'est d'informer le client au moment de son achat, sur la fiche produit web ou peut-être physiquement en magasin, des caractéristiques du produit comparables avec d'autres enseignes. L'échelle doit être commune à toutes les enseignes à terme. Elle nécessite donc une base de données assez conséquente qui n'est pas encore totalement au point, d'où la période d'expérimentation. Elle doit prendre en compte les impacts de toutes les étapes du cycle de vie, uniquement dans le cas que je vous montre, le cas ADEME, des impacts environnementaux, donc de la matière première jusqu'au recyclage. On aura ensuite plusieurs indicateurs qui seront calculés et qui ne seront pas forcément partagés tels quels, mais plutôt sous forme de notes globales. Et ça, ce sont des points qui restent justement à éclaircir. C'est pour ça que cette diapo, elle est complètement provisoire. Et enfin, obligatoire pour qui? Pour la France. Il y a théoriquement un décret qui doit tomber pour 2023 et ce n'est pas très clair en termes de date d'application aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Europe travaille en parallèle, prend en compte la méthode française, puisque la méthode ADEME était la seule, toute imparfaite qu'elle soit, était la seule qui soit sortie à date au moment où l'Europe s'est emparée du sujet. Et donc, reste à définir les modalités exactes, mais il y aura bien à un moment donné une obligation d'affichage des impacts environnementaux, voire sociaux, de nos produits. Voilà ce que je voulais vous partager avec ce focus textile aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Caroline? Pour l'instant, non. Donc on est plutôt... on a plutôt une démarche française volontariste, en fait. Est-ce que sur les autres sujets, il y a des pays qui sont plus avancés? La réglementation, on va pas dire, c'est pas du jugement de valeur, mais il y a des réglementations plus drastiques dans d'autres pays où on est toujours en avance, en fait, sur la mise en œuvre. Comme ça. Alors, on est toujours en avance. Les Allemands sont fort impliqués, puisqu'ils ont un syndicat qui s'appelle Industrial, qui est toujours très impliqué dans ces démarches au niveau de l'Europe, mais la France est plus avancée. Et la France est aussi plus avancée sur le premier sujet que j'ai évoqué, puisqu'elle a une REP, une filière de recyclage textile, qui n'existe que depuis peu dans un autre pays européen et nulle part ailleurs dans le monde. Donc la France témoigne très régulièrement à travers eFashion, mais aussi à travers la méthode d'affichage environnemental ADEME, à l'extérieur de ces murs très très souvent. Et ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que nous ne soyons pas perfectibles. C'est ça qui est un peu aberrant, mais c'est une réalité. En tout cas, le textile, il est indispensable que le client soit informé là-dessus parce que le textile a une image extrêmement négative actuellement auprès des consommateurs. Et le fait de donner plus de transparence est une attente très très forte des consommateurs, que ce soit sur le carrelage ou sur le web. Merci. Je vais demander à Geoffroy de me rejoindre, si tu veux bien. Écoute, tiens, prends. Finalement, tu te mets là. Et donc, du coup, je te donne ça. Donc, je sais que, puisqu'on a la chance d'avoir Hugues Aubry dans notre Hubert. Putain, à chaque fois, je pense que là, tu as vraiment le droit de me casser la figure, là, en tout cas de me... parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Hubert, ouais, qui est dans notre conseil d'administration et qui l'année dernière nous avait présenté combien la RSE est un pilier central de la stratégie de l'ensemble du groupe. Alors là, on ne va pas parler de l'ensemble du groupe, on va parler des rames.
Et du coup, donc on sait que ça fait partie de. C'est devenu l'ADN, un sujet d'ADN du groupe. Donc, en tout cas, je vous incite à regarder ce que fait le groupe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, y compris de la production en France. Donc, on ne va pas parler de tout ça. Je te laisse la parole. Et notamment, tu vas parler aussi de difficultés de mise en œuvre des problématiques, de l'affichage, notamment, sur lesquelles vous avez une solution, mais où ce n'est pas toujours simple, en fait, la mise en œuvre de tout ça. Tout à fait. Pour pas faire d'impair, le bouton, sinon. Le vert au milieu. Ouais. Oh, okay. Donc bonjour à tous. Geoffroy Libaudière. Donc moi je suis co-dirigeant du réseau de magasins Eram, donc qui est la marque éponyme du groupe Eram qu'on vient d'évoquer. Voilà, et que je co-dirige avec un autre collaborateur depuis maintenant 2 ans. Et avec énormément de choses qu'on essaie de faire bouger pour essayer de nous réinventer, de nous moderniser. Et on est notamment convaincu que la RSE est un formidable vecteur justement pour accélérer sur un certain nombre de sujets. Tout ça est parti d'un constat qu'on fait tous, hein, c'est qu'aujourd'hui, le client, c'est plus un sujet, il est en attente, et plus ça va aller, plus il va avoir des attentes fortes sur ce qu'on est capable de lui proposer pour s'assurer qu'en fait son comportement d'achat est vertueux et responsable. Alors il y a beaucoup d'études qui sortent, nous il y en a notamment une qui nous a beaucoup interpellé en septembre 2020, qui était la consultation citoyenne auquel bon nombre d'acteurs et de sociétés qui adhèrent au Procos ont participé, voilà, et qui a clairement mis en évidence des attentes croissantes autour des sujets de la RSE, dont notamment le sujet de la transparence, que voilà, on a un peu évoqué en fil rouge depuis tout à l'heure. C'était un sujet parmi d'autres. On a aussi évoqué le fait qu'il fallait choisir nos combats et qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps. Donc nous, chez Eram, on a notamment choisi le sujet de la transparence. Et c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit retour d'expérience sur comment est-ce que on a essayé de mener ça au mieux, tout en respectant le niveau de qualité, l'exigence et puis les principes de réalité qu'on se doit d'avoir aussi sur ces sujets. Le deuxième point, on l'a largement évoqué, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est le cadre réglementaire qui se durcit, c'est sûr. La question n'est plus de savoir si ça va arriver, mais juste quand ça va arriver et quelle sera l'intensité des contraintes, si je peux appeler ça, qui nous seront imposées. Mais voilà, donc à partir du moment où on a intégré ça, la question, c'est comment est-ce que nous, entreprises, distributeurs, marques, on y répond. Et donc là-dessus, effectivement, le groupe Eram, depuis 2 ans, c'est officiel depuis 2 ans, mais c'était quelque chose qui préexistait bien avant ça. Ça fait partie vraiment de l'ADN du groupe. Isabelle et Hubert l'ont largement décrit dans le livret blanc. Voilà, il y a un projet d'entreprise, Change for Good, qui est un cadre clair, exigeant, et qui impose à toutes les marques en fait, de mettre la RSE au cœur de la stratégie des entreprises. Voilà, donc une fois que on va dire, le brief est fait, maintenant la question c'est « so what ?» Comment est-ce qu'on avance ce que je retiens de tout ça, c'est que la RSE, au-delà d'être une contrainte, c'est surtout une formidable opportunité d'innover, de se réinventer et de se moderniser. Voilà, ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger, surtout dans le secteur de la mode, du textile, de la chaussure, qui est un peu décrié, comme on vient de le dire, et puis pour des marques aussi qui ont une certaine ancienneté, notamment Eram, et qui doivent aussi s'adapter au nouvel environnement dans lequel nos clients évoluent. La question qu'on s'est posée, et c'est quand même l'enjeu majeur, et on a tous la grosse crainte de tomber dans le greenwashing et le social washing, qui peut faire énormément de mal, qui fait du mal à ceux qui se font attraper, mais qui peut aussi faire du mal à ceux qui font des choses bien, mais en fait qui ne le disent pas suffisamment fort. Et donc nous, voilà, j'ai une petite illustration, mais s'il suffisait de repeindre des usines de charbon vert, en fait, c'est probablement nécessaire, hein, je ne reviens pas dessus, mais ça ne sera clairement pas suffisant, il faut aller beaucoup plus loin. Pour gagner la confiance. Le sujet derrière, c'est la confiance. Un client qui a confiance dans le discours que vous lui racontez, qui a confiance dans le produit que vous lui vendez, qui a confiance dans les personnes avec qui il échange en magasin, c'est un client qui est attaché. Un client qui est attaché, c'est un client qui est fidèle. Et la fidélité derrière, je ne fais pas un dessin, mais en fait, c'est du business. Voilà, il y a aussi ça derrière. Et il revient chez nous. Donc, le sujet de la transparence est en fait un très bon moyen de répondre à ça. Il y a quand même des exemples dans d'autres secteurs, hein, on essaie de s'ouvrir l'esprit. Sur l'alimentaire, une initiative comme C'est qui le patron, en fait, ils ont été très loin et ça marche. Sur le secteur alimentaire aussi, une initiative comme Yuka, en fait, ça pique un peu, hein, mais n'empêche que ça oblige à se réinventer. Mais ce qu'on voit derrière, c'est que les distributeurs s'emparent de ces choses-là, les marques s'emparent de cela et s'adaptent. Donc en fait, ça fait progresser. Maintenant, la question, c'est de se dire, la confiance, j'ai confiance dans le discours qu'on me donne à partir où on me dit tout. Voilà. Et qu'en fait, si le social washing et le greenwashing,
c'est quand on dit que ce qu'on a envie de dire, on agite un petit chiffon rouge, et puis en fait, derrière tout ce qu'on fait de moins bien, bah, on essaie de le mettre un peu sous le tapis, et puis on espère que personne tombera dessus. Voilà, donc nous, on a fait le parti pris un peu audacieux de se dire, on va tout dire, ce qu'on fait de bien, et il faut qu'on l'assume, mais aussi ce qu'il nous reste à faire d'un peu mieux. Voilà, on n'est pas parfait, on le voit, le sujet est long, le sujet est potentiellement coûteux, c'est des remises en cause profondes de nos business models, de nos process, de nos outils, de nos modes d'organisation. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Voilà, mais donc il faut l'assumer. Et il faut être à l'aise avec ça. Pour ça, les transformations, comme le sujet de la transformation qui a été évoqué tout à l'heure, quand on a un retailer historique avec un parc magasin qui doit gérer des crises sanitaires, des problématiques d'inflation, des transformations de business model, des guerres, forcément, c'est pas forcément dans notre ADN de se transformer vite. Donc pour ça, ça nécessite de se réinventer. Il faut absolument casser les codes et privilégier, c'est la seule chose qui doit compter, c'est privilégier la vitesse d'exécution et puis le client, qu'est-ce qu'il veut. En fait, on a tous des idées préconçues. Mais la réalité, parfois, c'est que quand on va sur le terrain, quand on va sur le floor dans un magasin, quand on discute avec des équipes, des vendeurs, en fait, ce qu'on pensait être la vérité, en fait, n'est pas tant que ça. Donc, il faut avoir cette humilité-là aussi, de se remettre en question. Terme un peu tarte à la crème, mais il est quand même hyper appliqué à des démarches comme celle-ci, c'est se montrer agile. Alors, l'agilité, nous, en tout cas, chez RAM, le choix qu'on a fait, c'est plutôt d'être pragmatique. Donc, en fait, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on a déjà comme asset? Qu'est-ce qui nous manque? Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Et on va essayer d'aller vite en étant raisonnable, mais en essayant de faire, dans la mesure du possible, la preuve que ce qu'on pense, ça colle aux attentes de consommateurs et de clients. Se monter pragmatique aussi quand on est retailer historique, et le groupe ERAM en est un, et ERAM est une marque historique. C'est d'accepter qu'on ne pourra pas faire tout seul. C'est impossible. Les sujets, Emmanuel le disait tout à l'heure, c'est transverse, on touche absolument tout, le management, le sourcing, l'éco-conception, les modes de livraison, le SAV, enfin, si on veut tout attaquer de front tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, il faut aller un peu à l'encontre du fameux adage « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Nous, on a pris le parti de dire « on va prendre le meilleur des deux mondes et ensemble on va plus vite ». Voilà. Pour ça, le groupe ERAM a rejoint la Chaire Bali à l'été 2020, qui est un consortium d'un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas tous des industriels du textile. Il y en a, mais pas que. Il y a des acteurs technologiques, il y a des acteurs industriels, avec l'ambition de trouver des solutions opérationnelles, industrialisables, pour répondre à des problématiques environnementales auxquelles on est confronté, notamment autour du recyclage, de la traçabilité, de la transparence. Voilà. Donc on essaie d'agréger tout ça. Et donc, pour répondre à cet enjeu de transparence qu'on a essayé d'adresser, et sur lequel on s'est dit qu'on voulait être précurseur, on a été chercher, avec l'aide d'Isabelle notamment, un partenaire, donc Bellara Numérique, qui fait partie de la Chaire Bali. Et on a essayé de réfléchir avec eux comment est-ce qu'on pouvait répondre à cette problématique-là. Le premier gros gain d'un travail comme ça, c'est qu'on mutualise les compétences. Pourquoi est-ce qu'on a été chercher tout particulièrement Bellara Numérique et pas un autre? C'est qu'en fait, une fois de plus, on a été pragmatique, on veut se parler de traçabilité et on veut restituer au client final tout ce qu'on fait en back-office et qu'il ne voit pas tout le temps et que pour autant, qui est le fruit d'un dur travail, qui nécessite des moyens, qui est un peu fastidieux, qui n'est pas toujours correctement valorisé, mais pour autant, qui est vraiment gage de confiance et de crédibilité. Mais en fait, on n'a ni plus ni moins... Et ça, dans nos process d'entreprise, le flux le plus adapté pour ça, c'est la supply. En fait, la supply, vous avez des relations avec des fournisseurs, vous avez des adresses de livraison, vous parlez de produits, vous avez des compositions de matières. Donc, en fait, vous avez déjà un certain nombre d'informations. Et en fait, Bellara, ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent des flux d'approvisionnement. Bon, on s'est dit, en fait, avec Bellara, probablement qu'on a fait une bonne partie du travail. Donc, le deal avec eux, c'était de dire, on s'appuie sur votre solution, et nous, en revanche, on va venir l'enrichir de données spécifiques RSE auxquelles on a réfléchi, et qu'on se propose d'intégrer dans votre solution, avec un usage client qui sera à démontrer. Ça, c'est le premier point, la mutualisation des compétences. Le deuxième sujet, c'est que quand il s'agit d'aller vite, les Français sont pas très bons pour ça. Aux US, ils le font bien mieux que nous. Il faut accepter le mode dégradé, voire l'échec. En fait, les sujets sont tellement complexes qu'en fait, il est probable qu'on n'y arrive pas du premier coup. Mais c'est pas grave. En fait, l'important, c'est de se relever et d'apprendre, blablabla.
Donc, mais c'est un peu contre-intuitif. Hein, donc accepter le mode dégradé, voire l'échec, ça veut dire que probablement que la solution ne sera pas parfaite. C'est même sûr, mais on l'assume. Mais elle fera la grande majorité du boulot. On va faire des choix en termes de design informatique, en termes de design de process, en termes de formatage de restitution client. On va faire des choix sur le périmètre fournisseur qu'on va embarquer. On va faire des choix sur les supports qu'on va utiliser. Mais on fait des choix et on les assume. Et on va au bout. Mais au moins, faire des choix, ça permet d'aller vite. Et derrière, le sujet, c'est que voilà, on a beau travailler tout ça voilà, dans des sièges et puis avec des équipes magasins, il reste quand même l'exécution, quoi. C'est-à-dire que si derrière, la façon dont vous avez pensé votre truc, c'est pas du tout opérable en magasin, notamment en magasin ou sur un site internet, bah, c'est quand même un peu dommage. Donc voilà, pensez les conditions d'exécution, quels sont les supports qu'on va utiliser, quels sont les devices éventuellement qu'il faut prévoir pour que tout ça se passe bien. Voilà, donc tout ce travail-là, on l'a fait le groupe a rejoint la Charbellier à l'été 2020. En septembre-octobre 2020, on rencontrait Bellara et on se briefait un peu sur les contours. En novembre, boum, on était tous confinés, donc on a mis un peu le stand-by. Le projet a réellement démarré en janvier 2021. Troisième confinement, chômage partiel, donc équipe réduite. Mais en juin 2021, on sortait un truc qui fonctionnait et qui répondait aux enjeux qu'on s'était imposés. Grâce à un travail de remise en question profond, on a beaucoup sollicité les collaborateurs qui sont quand même les premiers clients pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient voir, qu'est-ce qui les intéressait. On a fait le tri dans ce qui était intéressant, pas intéressant, ce qu'on avait, la complexité à récupérer ces informations pour, on va dire, voilà, faut aller vite, quoi. Faut aller vite. L'importance d'aller vite aussi dans ces sujets-là, c'est qu'on voit à quelle vitesse le client évolue aujourd'hui. En fait, si on n'essaye pas de se calquer un peu sur ces vitesses de changement-là, et parfois nos organisations ne sont pas hyper adaptées, en fait, on va mettre plusieurs mois, voire plusieurs années à répondre aux besoins d'un instant T, mais en fait, le jour où il sera prêt, mais le changement, alors, il y a peut-être quelqu'un qui l'aura fait plus vite que vous, mais il est même probable que le client, en fait, il soit passé à autre chose. Mais donc, en fait, c'est un cercle infernal et on a toujours un temps. C'est pas très rassurant. Non, mais d'où l'importance d'aller vite. C'est pas grave, faut faire. D'où l'importance d'aller vite. D'où l'importance d'aller vite et de faire des choix. Le résultat de tout ça, c'est que depuis maintenant la fin d'année dernière, et c'est quelque chose qui est en cours dans les magasins, sur une centaine de produits ERAM, vous avez un QR code que vous pouvez trouver à côté des pieds ou sur les boîtes. Et alors, je sais que vous attendez tous. Pour ceux qui ont un téléphone, vous pouvez scanner si vous le souhaitez. Où vous allez pouvoir, via cette page-là, autour de 5 grands items qu'on a listés, les matières, la fabrication, l'environnement, les conditions sociales, la santé et puis tous les engagements qu'on prend par ailleurs, vous allez accéder à tout un tas d'informations sur la façon dont a été imaginé ce produit, la façon dont il a vécu, et sous format qu'on a voulu le plus pédagogique possible, donc avec des précisions sur le process de fabrication, des images, des vidéos, et également un point sur, on l'a évoqué tout à l'heure, on a fait des choix sur l'empreinte environnementale des produits, voilà, au travers d'une calculette qu'on a développée, enfin que Isabelle et ses équipes ont beaucoup développée et qui est maintenant certifiée, et qui nous permet de mesurer l'empreinte environnementale des produits. Voilà, donc quand je dis qu'on montre tout, et y compris ce qu'on fait de bien, y compris ce qu'on fait de moins bien, si je montre cette petite sandale à talons ERAM Flex, Made in France, qui est faite dans notre usine de Montjean-sur-Loire, tout en cuir, qui est un déchet industriel alimentaire, empreinte carbone, 4 kg, franchement, c'est bien, hein, il n'y a pas beaucoup de matière, c'est du Made in France, il n'y a pas de transport, hein, franchement, ils sont géniaux, quoi. En fait, ce qu'on montre aussi, c'est cette référence-là, qui est du Made in Asie, qui est 70% textile, avec un mix énergétique en chinois qui est hyper impacté par le charbon, et donc qui fait que là, on est plutôt à 18 kg. Mais en fait, c'est comme ça, c'est la réalité. Je ne vais pas vous dire que c'est 4, c'est pas vrai. Donc c'est 18 kg. Maintenant, toute la question, c'est de se dire d'où ça vient, ces 18 kg. Donc en l'occurrence, 70% de l'empreinte carbone d'une chaussure, c'est les matières et les fabrications. Donc tout ça vient. Et comment est-ce qu'on peut accompagner les fournisseurs, ou quel choix on peut faire en termes de sourcing, en termes d'éco-conception, de design, pour que ce 18 kg, petit à petit, devienne 16, 15, 14, et puis qu'on arrive à quelque chose qu'on considère comme acceptable. Voilà, mais donc c'est un travail qu'il ne faut pas sous-estimer. Le gros enjeu derrière tout ça, c'est clairement la collecte de la donnée, qui est un enjeu monstrueux. Il y a beaucoup de choses dans les têtes, dans les fichiers Excel, dans les fichiers Word, dans les ERP, enfin tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit de tout agréger, de le restituer de façon pédagogique à un client qui, aujourd'hui, en fait, ne comprend pas tout ce qui se passe derrière, c'est quand même extrêmement compliqué. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que
ça ne peut vivre que si le dispositif en magasin est suffisamment robuste et que les équipes magasins sont embarquées sur ces sujets-là. Parce que vous mettez un QR code, voilà, vous avez un client qui scanne et qui va voir la vendeuse, il dit qu'est-ce que c'est, et la vendeuse, j'en sais rien, c'est mort. C'est mort. Donc on a fait un gros travail aussi de formation de toutes les équipes magasins sur ce que c'est que l'éco-conception, on a fourni des documents. Voilà, c'est une progresse, mais c'est absolument indispensable pour que tout ça soit incarné dans le magasin. Parce qu'à partir du moment où c'est incarné dans le magasin, c'est aussi gage de confiance. Et du coup, vous incitez les clients à scanner, ou il y a une espèce de logique d'incitation, ou pour l'instant vous êtes encore un peu en attente, enfin pas en attente, mais en test, et donc scanne qui veut, mais sans l'inciter spécialement. Juste alors, comme ça, hein, très vite. Hein. Oui, non, alors c'est une bonne question. Dans la mesure du possible, on incitait les clients, nos équipes, à intégrer ça dans les rituels de vente. Sauf que je faisais référence aux conditions d'exécution. On a eu un loupé, mais qui est, après coup, on peut dire, mais comment on a pu passer à côté de ça, mais c'est la réalité, donc voilà. C'est qu'en fait, vous avez un QR code. Si le client, spontanément, ne sort pas son téléphone, mais pour autant que vous voulez lui expliquer la démarche, il faut que vos équipes en magasin, elles soient équipées. Et bien, à partir du moment où on n'a pas de mobilité dans le magasin et qu'on interdit à nos équipes en magasin d'utiliser leur téléphone portable, eh ben, en fait, on ne peut compter que sur la bonne volonté du client, l'inciter à sortir son téléphone et à scanner. Donc concrètement, c'est plus de 6000 clients qui ont ouvert la page aujourd'hui. C'est bien, mais c'est certainement pas suffisant. Et on a répondu à ça. On a équipé 100% de nos magasins de tablettes mobiles depuis le mois dernier. Donc maintenant, c'est aussi un usage qui justifie le fait qu'on fasse des investissements autres pour répondre à ces attentes-là. Okay. Je termine. Donc la transparence est hyper important. Ce dont on est convaincu également, c'est que la mode de demain, on l'a évoqué, elle est circulaire. Elle sera circulaire, sinon elle ne sera pas. Voilà, toutes les logiques d'identification de ressources vertueuses, de process de fabrication qui respectent l'environnement, tout en préservant la qualité, l'ADN de la marque, le prix, sont des vrais enjeux aujourd'hui. Toutes les questions autour des modes de consommation, la location, la seconde main, enfin, voilà. Et derrière, des problématiques de recyclage, avec des choses relativement avancées sur le textile. Sur la chaussure, ça reste un enjeu majeur, puisqu'il n'y a pas de filière de recyclage sur la chaussure aujourd'hui. Mais enfin, en tout cas, c'est le sens de l'histoire. Donc, il ne faut pas se leurrer. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'organise et on se retrousse les manches pour régler tout ça et pour répondre à tout ça. L'initiative où on va encore plus loin, qui va voir le jour dans les magasins ERAM en juin, c'est cette basket là qu'on appelle la 1927. Donc 1927, c'est en référence à l'année de création du groupe, notamment, avec des noms de modèles qui font également référence aux fondateurs de la marque. Donc voilà, on essaie aussi de faire appel à cet ADN-là, tout en restant moderne, avec un produit moderne, sobre, élégant, mais qui répond aux critères de confort qu'on se doit d'attendre. Mais ça, c'est un produit 100% made in France, recyclé, recyclable, et qui sera consigné. Donc ça veut dire que on va le vendre en magasin à 120 €, avec une consigne de 20 €. On va vous inciter à le ramener on va vous inciter à le ramener dans le magasin. Quand vous le ramenez, on vous remet votre bon de 20 €, et en fait, on va pouvoir le vendre dans notre corner de seconde main et sur notre plateforme de seconde main qui va voir le jour également d'ici quelques semaines. Voilà. Et puis ensuite, on va générer une deuxième vie, troisième vie du produit. Et puis quand vraiment elle sera en fin de vie, en fait, ce produit-là, comme il a été éco-conçu, qu'il n'y a pas de biais métallique, il n'y a pas de point dur, les matières sont facilement séparables, on pourra l'envoyer à un fournisseur qu'on identifie au Portugal qui est capable de broyer la semelle, qui est capable de broyer la tige, et de le réinjecter dans la semelle. Donc là, au niveau environnement, on a bouclé la boucle. Et même si je vais encore un peu plus loin, parce que c'est aussi ce qui va avoir le cas, vous irez dans notre magasin de Sébastopol, et probablement qu'au moment de payer ça, on vous proposera de faire l'arrondi solidaire pour Emmaüs. Et probablement que celui qui fera la vente, c'est Farid, qui est le collaborateur d'Emmaüs, qui est en stage en ce moment chez nous, et en fait, qu'on est en train de réinsérer. Donc on va dans toutes ces logiques-là, très loin, où on essaie de faire les choses bien. C'est pas nickel, c'est work in progress, clairement. Toutes ces initiatives-là, elles sont encore, on va dire, à l'échelle, on apprend en marchant, mais ça ne demande qu'à grandir, clairement, puisque c'est un formidable levier d'innovation, de façon de progresser pour nos entreprises, nos collaborateurs et nos clients. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a il n'y a pas de questions sur le chat, donc on est libre. On est dans les temps sans les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'avais prévu que les différents intervenants me rejoignent, mais il faut que ce soit nécessaire en termes de questions. Est-ce
Est-ce que vous avez des questions qui peuvent d'ailleurs je pourrais passer le micro à la personne concernée, qui concernent l'un ou l'autre de nos intervenants ou des choses à dire? Moi j'avais une petite question pour qu'on t'entende à distance. Parce que... Hugo Bry donc. C'est bien Hugo aussi. Comment vous mesurez le score de durabilité? Ce sont enfin oui. Voilà. Alors, donc c'est à partir de notre, de nos produits. Donc, on est capable de regarder le taux de panne puisqu'on a toutes nos données qui sont issues du SAV. On regarde aussi, comme je vous disais, le nombre d'années de mise à disposition des pièces détachées. Donc après, il y a des formules de calcul. Enfin, il y a une méthodologie qui nous permet. Pardon, excuse-moi. Qui sont propres à Fnac Darty. Qui sont propres à Fnac Darty, mais depuis le nombre d'années en fait qu'on a ce type de data, on a vraiment de la profondeur. Ça a été validé par un tiers extérieur et c'est ça qui nous permet justement de calculer ce score de durabilité et aussi de monitorer l'avancement et la progression de ce score de durabilité. Et aujourd'hui, on met à disposition de nos chefs de produits le score de durabilité sur la gamme de produits qu'ils gèrent et ils ont un objectif que de faire progresser ce score de durabilité. Et donc, il y a plusieurs leviers. C'est des sujets avec nos fournisseurs sur la réparation, la capacité à faire réparer, le taux de panne, et puis ces fameuses nombres d'années de mise à disposition des pièces détachées. Et ça, c'est sur 100% de la gamme. Et ça, c'est sur 100% de la gamme. Bravo. Merci. Une autre question, précision Bonjour. Bonjour. Sur Olivier de Malézieux-Laurel. Sur ce thème-là, et quelle est la réaction des fournisseurs, justement? Parce qu'en fait, j'ai regardé votre site, mais en fait, ça vient derrière. C'est-à-dire que tout ce que vous avez annoncé, je l'ai retrouvé, mais ce n'est pas au départ. C'est-à-dire que je ne rentre pas sur le site en disant je voudrais avoir la liste des meilleurs. Comme vous avez sur Booking, vous avez non, mais par contre, quand vous sélectionnez un univers, quand vous cliquez sur l'univers, en fait, mais... on ne va pas faire une démonstration là, mais quand vous avez un radar avec l'ensemble finalement des grandes catégories, vous cliquez dessus et c'est là où vous pouvez, même sur les machines à laver, vous mettez machine à laver avec Hublot et là vous arrivez sur ce que je vous ai montré tout à l'heure et c'est là où vous avez le top flop, enfin le podium des fournisseurs. Ok, ça j'ai eu un peu de mal en fait, au début, il y a quelques années, on ne mettait que les 3 ou 4 premiers du podium et là depuis cette année, on met l'exhaustivité. Et donc, c'est là où je peux vous dire que c'est assez incitatif. Et justement, quelle est la réaction aujourd'hui de vos fournisseurs par rapport à ça? Parce que pour eux, c'est quand même... on est aujourd'hui plutôt dans un truc où on va vous faire une remise ou tout ce que vous voulez derrière, commercial. Rentrer par cet angle-là, c'est nouveau. Eux, c'est quoi de leur côté leur réaction? Ils sont. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en termes de réaction, puisque vous avez différents moyens finalement d'agir sur le score de durabilité, l'évaluation de score de durabilité de votre produit. Donc c'est de jouer sur le nombre d'années de mise à disposition des pièces détachées, et ça a marché. Sur un petit électroménager, c'est significatif. Sur des changements de process industriels dans la fabrication des produits pour les rendre réparables. Donc c'est comme ça qu'on fait, qu'il y ait une relation avec nos fournisseurs et un échange d'ailleurs avec nos fournisseurs sur tel et tel sujet pour les faire progresser et augmenter leur score de durabilité. Et donc ça, c'est nos équipes chefs de produits qui sont à la manœuvre. Et quand ce qu'on a sur le site, là, on le retrouve en magasin? Enfin, on le retrouve du coup produit par produit? Alors en fait, on ne retrouve pas, tous nos produits ne sont pas scorés, mais en tout cas pour une catégorie, les meilleurs en termes de durabilité, il y a ce fameux petit logo choix durable. Et vous avez aussi sur Internet la possibilité de sélectionner pour une catégorie donnée le choix durable Darty. Et depuis récemment, depuis à peu près 4 mois, c'est aussi disponible sur les produits de la Fnac. Et dernière question, parce que j'en ai plein, mais si vous avez dans la politique générale, alors tu en as parlé tout à l'heure sur l'incentive pour les acheteurs, etc., vis-à-vis de leurs fournisseurs, mais j'imagine que vous êtes obligé de laisser le choix au consommateur final quand même, parce qu'on ne peut pas réduire la gamme de manière trop importante pour mais est-ce que ça peut même aller jusque-là à un moment donné de se dire on se refuse, enfin je ne sais pas si on a la réponse, mais on se refuse de mettre en vente des produits qui sont... Ce sujet est ouvert. Après, il faut regarder un peu l'impact que ça peut avoir. Mais clairement, encore une fois, mais même plus globalement, la RSE, donc je vous ai dit, en termes de gouvernance, ça infuse partout, mais tous les gens qui ont une rémunération variable aujourd'hui chez Fnac Darty ont à peu
près 10% de cette rémunération qui est liée à des critères RSE très opérationnels qui concernent leur entité. Donc, voilà. Et donc sur vraiment les chefs de produits, il y a ce sujet de durabilité. Et donc, effectivement, il peut y avoir sur certains produits des arbitrages qui sont faits parce que ça dégrade complètement la moyenne du score de durabilité d'une catégorie de produits. Est-ce qu'il y a une question ou deux pour tout le monde? Alors, à distance, il n'y en a toujours pas, donc on va dire que c'est bon. Non, avant de conclure, peut-être Sandrine, tu peux me rejoindre, puisque je ne voudrais pas conclure tout seul, même si on n'avait pas prévu que tu prennes la parole, donc c'est pas pour t'embêter, mais s'il n'y a pas d'autres questions, ou peut-être envie de dire quelque chose chez Deloitte sur ce qui s'est dit côté enseigne ou pas, je ne sais pas si tu as envie de dire un mot. Non, j'ai trouvé que les échanges étaient particulièrement riches et à nouveau, c'est ce qu'on soulignait, c'est-à-dire que cette loi ne fait que retranscrire toutes les initiatives, toutes les actions, toutes les transformations en cours. Je trouve qu'il y a un focus très environnement malgré tout dans les échanges qu'on a pu avoir quand on parle de scorecard, notamment d'empreinte des produits, et moins sur les sujets sociaux, je trouve. Alors c'est peut-être parce qu'on l'avait pas mis à l'agenda. Voilà, alors c'est juste ça, c'est effectivement... On a fait des choix. Ouais, on a dû faire des choix et c'était très compliqué. Mais sur ces sujets-là, vous l'avez vu dans la stratégie globale, le sujet de la parité, de la diversité, de la solidarité, c'est des sujets bien évidemment qui sont aussi adressés. Là, on est partenaire avec des associations là, dans le cadre de l'Ukraine. On double les dons, on parlait de l'arrondi en caisse, c'est mis aussi en place dans nos magasins. Le groupe Fnac Darty s'est engagé à doubler les dons que les clients réalisent. Donc sur ces sujets, je dirais, de solidarité, sociaux, c'est aussi au cœur. Mais aujourd'hui, il a fallu qu'on fasse un choix. Ouais. Et donc Emmanuel m'avait dit, tu fais la consommation durable. Sinon, il faut qu'on fasse une journée la prochaine fois. Sinon, il faudrait faire une journée, c'est tellement passionnant. Je pense. Mais nous tous. Moi de même, en fait. Mais c'est pas une transition intégrée. C'est pas l'un et l'autre. Et je tiens à te rassurer. Je suis d'accord. C'est l'un et l'autre. Et on est bien dans un sujet très global qui inclut toutes ces dimensions. Mais cela correspond à Catherine, un peu statistique qu'on a vu, en tout cas dans notre sondage, c'est qu'effectivement, on l'a bien vu sur les 3 piliers de la RSE, celui qui est cité le plus souvent par les enseignes et l'environnement, les sujets sociaux et sociétaux arrivent juste derrière. Et en revanche, les sujets de gouvernance sont un peu plus en repli. Donc je pense qu'effectivement, le fait de partager sur nos bonnes pratiques et ce qui est mis en place va nous permettre aussi d'accélérer sur ces sujets qui restent quand même importants. Non, mais moi, je suis persuadé que la gouvernance, ça va venir très vite avec le sujet de la fidélisation des collaborateurs et de l'implication. J'en suis intimement persuadé. Et il fallait faire des choix. Et là aussi, on n'a évidemment pas une vision globale de tout ce qui est fait par toutes les entreprises, évidemment, hein, de toute façon. Et puis, vous avez parlé aussi de choses qui, pour la plupart du temps, sont directement en lien avec le consommateur. Et c'est normal, puisque le consommateur final, c'est aussi celui où on ne sait pas trop le poids qu'il va accorder à tout ça, et forcément il va en accorder, mais pas tous non plus, parce qu'il y a des sujets de problématiques de pouvoir d'achat. Donc on est dans un sujet qui est de toute façon pas facile, puisqu'on doit tout faire en même temps, et on n'a pas trop le choix de le faire. Et merci de réévoquer le sujet de la fidélisation des collaborateurs, Emmanuel. Depuis la sortie du Covid, on a réalisé que toutes les enseignes sont confrontées à des sujets de recrutement et de rétention des talents, beaucoup plus qu'auparavant. Donc effectivement, ces sujets vont devenir prégnants dans nos stratégies. Donc merci. Juste une petite conclusion, donc, puisque en fait c'est plus un point de départ qu'un point d'arrivée pour Procos, hein, tout ça, puisque on voit bien que on a ouvert plein de champs. Enfin, là je parle de Procos, je parle pas des enseignes, puisque vous avez déjà beaucoup fait, même si on sent bien que le partage d'expérience sur tout ça. Et moi j'ai beaucoup entendu le sujet de mutualisation. J'ai toujours été persuadé que le sujet de mutualisation était... je ne vais pas te laisser là si c'est pas facile pour toi. Donc. Sinon, tu peux t'asseoir. C'était un sujet en devenir. Et je suis sûr que sur les problématiques de livraison, sur les problématiques... il y a plein de sujets où les boîtes ont été structurées pour fonctionner individuellement. Et le mieux... donc, forcément, nos systèmes ne sont pas faits pour travailler ensemble. Mais du coup... on va être contraint où il va falloir remettre ça en cause, et on espère bien en tant que Procos pouvoir y contribuer. Deux mots là-dessus
sur l'après, en fait. Bien sûr, la commission va continuer de travailler, mais j'ai retenu quelques sujets. On a un sujet, évidemment, de pouvoir public et de parlementaire. On va rentrer on est en période électorale, on aura un nouveau président, une nouvelle présidente, de nouveaux députés. Donc tout ça, il va falloir leur réexpliquer le commerce, parce que je trouve ça un peu déprimant, mais Laurence est là, et moi, ça fait des années que j'essaye d'expliquer, et j'ai l'impression que les gens comprennent, et en réalité, tu te rends compte quand même que tu prêches un peu dans le désert. Donc je pense qu'on va continuer. En quoi le commerce est important. On n'est pas un pays de commerçants, en fait. Je pense qu'il faut se le dire. Et donc, du coup, il faut redonner à ces métiers leur lettre de noblesse, et pas se retrouver dans le viseur à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe en se disant c'est eux les méchants, etc. Parce qu'au contraire, on peut être ceux qui sont potentiellement des accélérateurs de cette transformation sociétale, mais il faut réussir à convaincre. Et on préfère parler de filière hydrogène ou d'économie de la santé, ce qui est normal, d'ailleurs, ou des problématiques de formation, ce qui est normal aussi. Mais bon, nous, on a notre rôle à jouer. On n'est pas toujours reconnu en tant que tel. Dans la vision, pour simplifier, et Laurence ne me contredira pas, il y a très clairement le petit commerçant et la grande distribution alimentaire. Et au milieu, c'est le désert. Donc on en est un peu encore là, malgré nos efforts aux uns et aux autres, donc il faut continuer. Donc ça va être un sujet sur la problématique de éviter la prolifération réglementaire. Ça va pas être facile. On voit bien que dès qu'il y a des nouveaux députés, ils sont pas idiots, donc il y en a qui veulent marquer leur passage, donc il faut absolument créer des nouvelles choses, et ça, c'est compliqué. C'est compliqué d'arrêter la machine, franchement. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que dans toutes les lois, il y a des sujets qui concernent un autre domaine. C'est-à-dire que des sujets et ça, c'est complexe, parce que forcément, pour vous, à un moment donné, il faut quand même avoir un cadre qui est stable un peu dans le temps. Et ça va. J'ai peur qu'on ait beaucoup de mal à convaincre, mais il faudra y arriver. Le sujet de l'investissement, et là, on a fait un livre blanc avec l'Alliance du commerce pour essayer de proposer des choses. Le sujet de l'investissement, de la transformation globale, c'est-à-dire digitale et environnementale, est un sujet majeur. Si on n'y arrive pas, on va souffrir. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on avait d'ailleurs avec Procos et EY, en juin 2020, fait l'évaluation de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire passer de 2% d'investissement, qui est le cas aujourd'hui du commerce. Le commerce investit 2% de son chiffre d'affaires. D'une manière générale, les entreprises en France investissent 4%, donc on est plutôt des mauvais élèves sur ce sujet. Il faudrait qu'on arrive à 5-6. Donc en fait, passer des 11 milliards dont je parlais tout à l'heure à 22 milliards, et on n'y arrivera pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut forcément que l'État touche à la fiscalité du commerce, notamment physique. Je ne vais pas nous passer le message. Il faut évidemment des accompagnements en suramortissement ou autres pour les investissements. Il ne s'agit pas de demander à l'État de subventionner, ce n'est pas le sujet, mais de créer les conditions de ces transformations. Et ce n'est pas facile de convaincre de ça, parce qu'il y a plein d'autres priorités, et on espère bien qu'on pourra en faire partie. Et puis pour Procos, moi je crois qu'il y a plein de sujets. Je crois qu'il y a la gouvernance. Je pense que le sujet de la gouvernance est un vrai sujet transversal. La spécificité de Procos par rapport à plein d'autres organisations professionnelles, c'est sa transversalité. Et de ce point de vue-là, la gouvernance, c'est un sujet transversal sur lequel il faut qu'on continue de travailler. Alors il y avait Brice Rocher a fait une mission sur l'entreprise à mission, vous savez, donc on n'est pas dehors du sujet, mais en tout cas c'est un sujet, je crois qu'il faut et notamment pour s'associer la fidélité des collaborateurs et les séduire, parce que c'est même pas les attirer aujourd'hui, je pense que c'est les séduire. L'accompagnement et les bonnes pratiques entre enseignes, je pense que ça c'est le moyen que les plus avancés aident les autres à avancer plus vite, etc. Alors c'est pas toujours facile, mais je pense vraiment que c'est un sujet. Puis il y a des militants parmi nous, donc je pense qu'ils pourront nous aider à le faire, des convaincus de tout ça. La mutualisation. Alors on essaye, j'ai essayé de faire des choses sur la livraison avec aucun succès. De temps en temps, l'autre jour on se parlait de contrats d'achat d'électricité. Enfin, il y a plein de sujets de cette nature qui sont devant nous. Les déchets, avec les centres co, on fait rien, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est certain, notamment sur les sujets de déchets, etc. Les relations avec le territoire. Là aussi, je pense que, et d'ailleurs, il y a aussi quelques enseignes qui sont plutôt avancées dans leur réflexion là-dessus. Et je pense que là, c'est un sujet, notamment, je pense, je l'ai dit en introduction, pour les succursalistes. Il faut faire attention de ne pas avoir... Enfin, forcément, pour les succursalistes,
laissent leurs équipes moins longtemps dans une région. Donc forcément, par rapport à un franchisé, il y a moins de durabilité de la relation. Donc c'est un sujet dont il faut se préoccuper pour ne pas être en dehors de ces territoires demain. L'éco-conception du magasin, sur tout ce qui est lié à l'éco-conception en équipe. Les équipes, hein, magasins notamment. Moi, je suis extrêmement Alors, il y a le SAV, donc ça, c'est sûr que, venant de Darty, je ne vais pas l'oublier, mais d'une manière générale, dans la plupart des... la relation, elle est dans les magasins. Et cette relation, dans l'expérience magasin dont on a parfois plein la bouche, un des sujets majeurs, c'est la relation humaine entre les équipes. Et ça, il faut que les gens aient envie de le faire. Et donc, c'est à nous de leur donner envie de le faire. Donc, comment on le fait aujourd'hui ? Ça, c'est pas facile, parce qu'on leur demande beaucoup et c'est pas facile. Et puis, je vais finir par nos amis bailleurs. Alors, Marie est partie, mais en tout cas, peut-être encore un bailleur ou deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, plein de sujets. On a un sujet en ce moment sur le décret tertiaire. Alors, on travaille sur le sujet le moins polémique, qui est celui de la saisie des informations de consommation d'énergie sur Opérate. Alors, je rappelle à tout le monde que tout ça, c'est pour le 30 septembre 2022. Hein, donc, c'est demain matin. Hein, c'est pas... Et ça, c'est un sujet bailleur et preneur, parce que les deux parties doivent saisir. On est en train de finaliser un guide de bonne pratique sur cette partie-là, en ayant impliqué certains de... Que fait le bailleur, que fait le preneur. Et puis, on aura la partie plus polémique, qui est qui paye quoi, qui fait quoi. Et on voit bien que ça va pas être un sujet obligatoirement facile, puisque le législateur nous a mis dos à dos en disant chacun garde pour son compte, enfin fait pour son compte ce pourquoi il est assujetti, mais il n'explique pas si on peut être refacturé de tel ou tel sujet, qui est un sport forcément important chez les bailleurs. Donc il faudra qu'on tranche de ces sujets-là. Et puis sur la relation au territoire aussi, je pense qu'on a un travail commun potentiel à faire entre bailleurs et preneurs en termes notamment de centres commerciaux, etc. Mais ça, c'est pas facile encore. Donc, et je vais m'arrêter là parce que je pourrais en lister d'autres.